C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer? Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mon invité s'appelle Alice KGB. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode, qui est le premier épisode post-confinement. Pour les personnes qui ont suivi le podcast sur les derniers mois, sur les 2 derniers mois, déjà j'espère que vous allez bien. Et les 2 derniers mois ont été des épisodes en solo. Vous l'avez déjà compris, le solo c'est sympa, mais je fais pas le podcast pour ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice KGB. Bonjour Alice-K, comment vas-tu? Salut, ça va, merci. Comment s'est passé le confinement pour toi? Confinement parisienne. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, mais ça va. Comme c'est la 2e fois qu'on enregistre cette intro, on va pas redire que tu t'es pas fait beaucoup livrer de choses parce que les postiers sont des feignasses et je vais pas refaire un accent antillais pour dire qu'on peut perdre tous les partenariats avec la Poste. Petit historique de la chose, on avait enregistré un premier épisode il y a 2 mois, à quelques heures avant le confinement. Malheureusement, on avait des problèmes de son parce que c'était dans un très beau lieu, mais il y avait aussi beaucoup de monde, c'était sur un temps de midi. On va pas donner tous les secrets. Tu m'avais donné alors une petite description de toi. Non mais je persiste, je n'ai jamais donné cette description. Donc voilà, sachez qu'elle est inventée de A à Z par Gozer. Tu vis en France depuis 20 ans. Oui. Tu es photographe depuis 15 ans. Mm-hmm. Tu es gauchère. Tu fais exprès en fait, c'est pour que je dise oui à chaque fois et ainsi je vais confirmer, c'est ça? Très malin, oui. Tu aimes la pâtisserie. Oui, ça se voit. Non, absolument pas. Et je mets en dessous, tu m'avais dit, critique les films d'auteur, genre Nouvelle Vague, tout ça, ouvrez les guillemets, rêve secrètement d'écrire, mais travaille dans l'image. Je me dis. Moi, je rajouterais à côté de ça que t'es une acharnée de boulot, comme l'amie Diane qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes pour moi déjà les personnes que je côtoie, avec qui j'échange le plus autour de la photographie, qui sont le plus acharnées pour obtenir leurs résultats, et enfin du moins le résultat qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, et c'est aussi quelque chose d'important dans la photographie. Super content de t'accueillir, puisque toi, tu as une particularité dans ta manière de travailler, c'est que tu viens photographier des jouets. Et on appelle ça, si je ne dis pas de bêtises, la toy photographie. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'est la toy photographie? Alors la toy photographie, c'est la mise en scène donc de jouets, de figurines, articulées ou pas forcément, en action ou pas forcément non plus, de manière à prêter vie en fait à ces figurines-là. Et moi en l'occurrence, 80% de mes photos ce sont des jouets Marvel, un peu de DC et parfois tu peux retrouver un peu d'Alien, un peu de Vendredi 13, mais enfin bon, essentiellement c'est du Marvel. Pourquoi plus de Marvel que de DC? Parce que tu trouves que DC, c'est comme leur film, c'est un peu trop triste? Y a plusieurs raisons à cela. Alors c'est aussi une question de choix de figurines qu'on a fait. Alors je vais d'ores et déjà crever ce truc-là et dire tout de suite que je travaille avec mon mari. Qu'on salue. Voilà, que je salue aussi. Joss, qui est ton mari, ton compagnon, le père de tes enfants, et aussi, on peut le dire, la doublure officielle de Daz. Bonjour Joss, bonjour Daz, bonjour Fibre Tigre, bonjour Qualité, voilà. Alors oui, et donc du coup on travaille à 2, donc très souvent je dirais on, parfois je dis je, mais parce que je m'oublie. J'aime beaucoup. Excusez-moi, je me suis oublié, j'ai dit je. Fait le choix de pas se mettre en avant de la scène, et c'est vrai que c'est représenté comme mon travail, mais voilà, tous ceux qui me connaissent... C'est ton partenaire de crime et c'est quelqu'un qui t'aide énormément dedans. Alors je vais faire tout de suite une mauvaise blague parce que j'ai pas eu d'invité pendant 2 mois, donc forcément ça voilà. Et puis si vous entendez quelqu'un rire à côté, c'est le taulier qui nous accueille. Ne ris pas, s'il te plaît. Fais-moi plaisir.
Sachant que tu viens d'un pays où traditionnellement, quand tu fais la queue devant un magasin, on demande bonjour, est-ce que c'est le magasin ici où il y a plus de pain? Et on répond non, c'est le magasin où il y a plus de viande. Comment t'es venu l'amour des figurines, puis un jour l'envie de les photographier? Alors déjà pour la blague, c'est peut-être la 5e ou la 6e fois que je l'entends. Il m'a fait le coup hors micro. Ouais, non mais... Non, oui, effectivement, j'ai grandi, enfin non, je suis née en Russie soviétique, j'ai grandi en Russie post-soviétique, et nous avions des intérêts quelque peu différents des intérêts des Occidentaux. Et voilà, nous avions une culture différente et on n'avait pas accès à cette culture-là des super-héros à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça a changé. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à connaître ces univers. Que finalement je ne connais pas encore très très bien, hein. Je suis encore un peu novice en la matière. Oui, elle rigole parce que je fais la moue, enfin, regardez son compte, regardez le travail qu'elle a là-bas, elle est novice, oui, voilà, bien sûr. Non mais l'univers, bon, ils sont tellement vastes et grands que je peux pas avoir la prétention de dire que je connais bien ou même que je connais. Je découvre au fur et à mesure. Et des fois au fur et à mesure des shoots. Donc c'est ton compagnon, c'est ton mari qui t'a amené à ça, qui lui est passionné. C'est ça, lui il est passionné à la base de Marvel, un peu de DC aussi, enfin de comics en règle générale et de pop culture. J'ai découvert moi-même ces univers-là lorsque notre fils est né. Alors on a 3 enfants, on a une grande de 13 ans, on a un garçon de 5 ans, une plus petite de 4 ans, et c'est à la naissance donc de notre fils que mon mari il a décidé de l'initier en fait à sa passion. Et donc voilà, là on commençait les achats de comics, de figurines diverses. Naïvement au début je croyais vraiment que c'était pour le fiston. Mais pourquoi il y a 2 cartons qui viennent Non mais tu vas voir, on va lui faire un truc sympa. Et puis oui, au fur et à mesure, j'ai bien compris, hein, j'ai bien vu que c'était pas que pour le fiston, surtout qu'il avait qu'1 an, qu'il y a une passion qui naissait de collectionneur. Et donc voilà, de là, j'ai commencé à découvrir des protagonistes dont je n'avais jamais entendu parler, évidemment. Jusqu'ici, je connaissais Batman, Superman, Spider-Man et encore, mais voilà, je ne me doutais pas en fait de tout l'univers que ça cachait. Et puis petit à petit, bah, j'ai été un petit peu contaminée. Voilà. Alors c'est pas arrivé d'un coup. Comment t'es venu donc tu m'as expliqué comment il était venu justement cette découverte et ce goût pour les figurines et qu'elles soient Marvel, DC ou même Image ou autre. Avant de franchir donc ce cap, puisque à un moment tu as commencé à faire des photos, quel a été ton premier rapport à la photographie? Alors moi, après je te le demande candidement parce que je travaille avec toi sur certains projets et je le sais, et je sais que tu es une très bonne photographe, mais ton premier rapport à la photographie, ça a été quoi? Et tu fais quoi? Bah non, alors, toi. Je suis photographe donc depuis une quinzaine d'années, j'ai fait une école photo. Je fais partie de cette dernière génération qui a été formée en argentique. Que je chéris tendrement, que j'ai pas très très souvent en main, mais enfin bon, j'essaie de m'y remettre. Et donc voilà, ma formation photo pure et dure, c'est de l'argentique, c'est du labo, de la retouche manuelle même, des trucs qui n'existent plus, qui ne servent plus à grand chose, mais enfin je suis bien contente d'avoir appris. Donc voilà, de l'école photo, j'ai commencé à bosser un peu par-ci par-là, je crois un parcours tout à fait banal, hein, n'importe quel photographe. Donc faire des concerts événementiels, etc., etc. Après commencer des books, faire quelques mariages. et puis bah, j'ai toujours eu ce truc où il y a quelque chose qui manquait. Il y avait un côté de j'avais toujours cette impression en fait de quelque chose d'inexploré et de pas être allé jusqu'au bout. Tu sais, quand tu fais de tout, c'est bien parce que tu es vraiment polyvalent et c'est très très bien sur le CV, mais malheureusement quand tu fais de tout, tu ne vas pas au bout des choses
Parfois, Tu n'es pas forcément spécialiste dans quelque chose. tu ne t'es pas spécialisé et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage et j'ai toujours ressenti ce vide un peu de mais pourquoi, enfin voilà, pourquoi tu n'irais pas jusqu'au bout de ci et de ça et je me lassais assez rapidement. Et là, dans la toy photographie, j'ai découvert quelque chose que pour une fois de ma vie, hein, 115 ans, j'ai envie d'aller, d'approfondir en tout cas plus que tout le reste. Et tu avais, alors je reviens sur cette partie justement d'apprentissage, puisque la toy photographie au final, on va dire que c'est un mix entre la nature morte, donc qui est forcément du studio, enfin pas forcément, mais au moins la nature morte du studio et de la gestion d'acteurs. Sauf que là, tes acteurs, ils font quelques centimètres et puis ils vont pas te dire non, j'ai pas envie d'être positionné ou j'ai pas envie de jouer avec un tel. Mais tu avais travaillé un petit peu, tu avais appris un petit peu du studio pendant ton école ou pas du tout? Alors, quelque chose qui me dessert énormément aujourd'hui, malheureusement, parce que oui, on faisait beaucoup de studios, mais c'est pas du tout un truc qui me passionnait. Mais pas du tout. J'étais une photographe, enfin, je me considérais en tout cas comme photographe d'extérieur, j'aimais beaucoup l'extérieur, ou alors les studios improvisés, voilà. Mais tout ce qui est gestion de lumière, etc., c'était vraiment pas un truc qui me parlait. Et on était une petite bande de meufs un peu glandeuses enfin voilà, il y a des garçons qui faisaient ce travail-là à notre place. Quand nous on arrivait dans le studio, tout était prêt, les lumières, etc. étaient prêtes, on avait juste à faire clic et à repartir. Et c'est quelque chose qui me dessert énormément aujourd'hui parce que finalement dans la toy photographie, bah, c'est essentiellement du studio, même studio concret, studio miniature, mais du studio quand même. Donc, Ça ne change pas, alors ça remonte, hein, mais lors de mon passage dans un grand studio photo qui était Pin-Up, pour pas les nommer, ça fonctionne encore comme ça, hein. Le photographe, il arrive, il a loué pour... bah, en fait, ouais, voilà, j'étais une vraie Puis photographe déjà. t'as les assistants qui arrivent, et puis il dit voilà, moi j'ai besoin de ça pour mon set, et Oui, j'ai déjà vu ce truc 1000 fois où en fait t'as des petits lutins qui font tout et puis le photographe il arrive, il appuie sur le exactement, bouton. c'est comme la fée des dents, c'est exactement la même chose. Quel type de photographie, donc tu m'as dit ce avec quoi tu avais appris, comment tu te sentais quand tu faisais ton école de photo en te disant voilà, je suis peut-être plus sur du reportage de l'extérieur. Aujourd'hui, au-delà de la toy photographie, on va vraiment faire l'épisode sur ça, mais au-delà de la toy photographie, est-ce qu'il y a d'autres types de photos que tu continues à pratiquer? Pas argentique, pas numérique, mais d'autres styles Oui, peut-être oui. de prise de vue? Alors je cumule un peu. Je suis aussi un petit peu community manager à mes heures perdues et ce qui fait que je travaille beaucoup soit avec d'autres community managers, soit moi-même je gère certains réseaux sociaux pour lesquels on a besoin d'images et donc je m'occupe aussi voilà, à fournir des images à certains commerces, souvent des commerces de bouche. Donc voilà, je fais un peu de photographie culinaire, mais pas seulement. Je m'occupe aussi encore de certains modèles pour lesquels je fais des photos, de moins en moins, mais voilà, j'ai pas arrêté de travailler avec des modèles. C'est juste que c'est une petite pause et puis bah, je m'y remettrai un jour. Mais voilà, je fais ça. Et puis bah, pareil pour les concerts. Les concerts, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que j'ai un train de vie beaucoup plus tranquille aujourd'hui avec mes enfants, enfin avec ma famille. Mais c'est quelque chose que oui, potentiellement plus tard, je voudrais bien retoucher un peu. Voilà. Est-ce que la toy photographie est très présente en France, pour l'interrogation, dans les conventions, au niveau mondial? Là où je rencontre le plus la toy photographie, on est quand même sur des plateformes mobiles. Sur de l'Instagram, enfin quand je dis mobile, on est sur des plateformes qui sont en tout cas quand même assez jeunes, même si très crédibles. On est sur de l'Instagram, on est sur du YouTube. Il y a quoi? C'était un wiki collectible ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, il y a des gros comptes qui tournent autour de ça, mais il n'y a pas de site, bien qu'il y ait des communautés, il n'y a pas de site qui référence ça de manière très large et on va dire peut-être professionnelle, je sais pas. Mm. Quelle est la place de la photographie en France et de manière plus générale dans le monde? Alors c'est marrant que tu parles de Wiki Collective parce que c'est un copain qui a fait ce site. Merci, bah bravo à lui. Ouais, et il a fait un travail génial et enfin voilà où il répertorie tous les jouets en fait de collection, peu importe l'année de sortie ou le genre. Maintenant en France, alors la toy photographie est présente en France, donc ça bonne nouvelle. La France a du talent, ça aussi c'est une certitude. Maintenant, on est un peu en sous-nombre par rapport au reste du monde, enfin surtout par rapport aux États-Unis ou aux Philippines par exemple, qui sont très très friands de tes photographies, les Indiens aussi. Enfin voilà, t'as tout un tas de pays qui sont beaucoup plus
beaucoup plus porté sur la toy photographie actuellement, mais les Français commencent à être de plus en plus nombreux et ça c'est plutôt agréable. Donc chaque semaine, je commence à croiser chaque semaine des nouveaux comptes de toy photographes français. Et puis je profite de ce petit moment pour placer une petite dédicace à la Toy Photo French Force. Voilà, ça c'est fait. Là vous voyez pas, mais Diane qui lève le bras. Faut que je trouve le petit son pour faire le tu vois, genre le bruit de marqueur, tu as checklist, ça c'est fait, vas-y avance, j'arrose la famille, on est bien, vas-y. Ça. Non, voilà, c'est une bande de photographes, de toy photographes français, ou pas forcément de photographes d'ailleurs, des collectionneurs surtout, qui sont très très cool, et voilà, avec qui on échange de temps en temps, que ce soit sur nos procédés, sur les sorties, enfin voilà, nous avons tous des techniques différentes, nous avons tous des collections différentes. Un truc que j'ai remarqué, parce qu'en France, il y a beaucoup de collectionneurs, alors autant des toy photographes, il y en a pas énormément encore, mais autant des collectionneurs, il y en a beaucoup. Et notamment du Dragon Ball Z. Alors ça, c'est un truc que les Français aiment beaucoup. et voilà, et donc je sais que voilà, peu à peu, ça vient. Et je pense que d'ici quelques années, ça sera encore plus fort. Ça pourra même exploser. J'en sais rien. J'espère, je le souhaite. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Et puis oui, et concernant les plateformes, effectivement, tu verras ça surtout sur les réseaux. Parce que, enfin après pour moi, ça n'engage que moi, c'est une passion de partage avant toute chose. C'est bien de collectionner, mais c'est aussi bien de pouvoir partager. Et là, je parle même plus des photographes, des collectionneurs en tout genre. C'est quand même agréable de pouvoir montrer sa collection. Et plutôt que de la montrer à ta tante Simone qui n'y connaît rien du tout, autant la montrer à d'autres passionnés. Donc tu penses... Enfin, tu penses, c'est une question qui vient comme ça en t'écoutant et qui n'est pas forcément inscrite dans le conducteur. Semble-t-il, le point commun au début de la toy photographie, très souvent, c'est la collection. Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, c'est une façon de justifier un peu le fait de collectionner des jouets quand tu fais de la photographie. Non, mais c'est pas une collection, c'est pour nourrir ma photo, quoi. Voilà, exactement, c'est pas pour jouer, je suis pas un enfant, enfin, j'ai plus 5 ans. Non, moi je fais des photos, je suis quelqu'un de sérieux. Ah non, mais je valide, je fais la même chose avec les jeux vidéo. Alors c'est un truc qui existe, hein. Il y a des mecs qui ont des comptes Instagram, j'ai vu, où en fait leur art c'est de prendre des beaux screens de leurs jeux vidéo. Et ils postent que du screen de jeux vidéo, mais des screens assez bien faits. Bon, malheureusement, il a pas de micro, mais c'est une conversation qu'on a eue avec Diane il y a quelques temps de ça, où je lui disais que j'aimerais bien faire un épisode sur la photographie dans le jeu vidéo. Je sais qu'au début de GTA V, il y a quelques années ça, parce que GTA V, ça fait quand même un bon petit moment qu'il est sorti. Au début, GTA V, quand il est sorti, il y a des personnes qui ont fait des séries de photos, mais vraiment au sens série artistique, avec le mode caméra, justement, le mode photo du jeu, et qui arrive à sortir des choses de street photographie où tu te dis mais c'est bluffant. Donc je peux comprendre. Et puis justement, la photographie dans le jeu vidéo, il y a des choses, on a grandement évolué, il y a des choses qui sont très 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 sympas. Alors rien à voir, mais du coup j'ai vu là pendant le confinement, alors les gens ils étaient hyper créatifs et donc t'avais des photographes qui ont fait des photos via webcam de leurs modèles. Oui, j'ai vu ça aussi. Qui étaient des photos géniales. Il y a un photographe que je suis notamment, je pense qu'on parle lui-même, j'ai vu les séries de photos qu'il a pu sortir avec son modèle à distance. Alors pour que les gens comprennent, c'est très simple, hein, c'est dire à son modèle, homme ou femme, quel qu'il soit, peu importe, dire ok, là on va faire une session de shoot et tu vas plutôt prendre telle posture ou plutôt prendre telle posture et puis on va déclencher à la webcam ou choses comme ça Et ça reste de la prise de vue et on arrive quand même à sortir des choses, vraiment très intéressantes. Peux-tu me décrire le processus de travail d'une session ? Quand on regarde ton travail, bon, comme pour tous les photographes, on est confronté, c'est pas le bon mot. On arrive au résultat final. On arrive à quelque chose qui va raconter soit un strip, donc à savoir plusieurs photos qui racontent une histoire, comme une planche de comics, soit une photo unique où tu fais la présentation d'un personnage, d'une action. Mais votre process, puisque tu as dit que tu travaillais avec ton mari, votre process de travail, de création, vous fonctionnez comment ?
Alors, avant toute chose, on essaie d'avoir un scénario déjà. On essaie de s'imaginer une histoire, en tout cas. Parfois, on s'inspire des comics. Enfin, la plupart du temps, on s'inspire des comics. Mais si tu veux, on n'essaie pas de suivre la trame du comics. Déjà parce que c'est hyper compliqué de reproduire. Et puis en plus, c'est pas le but. Le but n'est pas de refaire la même chose, mais plutôt, voilà, d'avoir une source d'inspiration. Et puis, par la suite, on invente notre histoire à nous. Alors, toujours sans prétention, hein, c'est jamais des histoires. Alors on cherche pas à ficeler des histoires ultra complexes. Non, c'est plutôt pour quelque chose, enfin de créer quelque chose de très visuel, qu'on puisse ressentir de manière très organique en fait notre travail visuellement, et non pas avoir. Enfin voilà, on n'a pas de bulle par exemple, on n'utilise pas de. Oui, c'est vraiment juste de la narration par l'image. Voilà, Il y a c'est pas de purement de la valeur narration ajoutée. visuelle, exactement. Et donc voilà, on écrit notre petit scénario, mais on se laisse toujours la liberté en fait de changer une fois qu'on est devant notre décor. Vous avez une feuille de route, vous avez comme en graphisme un chemin de fer, mais vous laissez de la liberté de modifier les choses. C'est ça. Et du coup, dans un premier temps, on installe le matériel. Alors déjà, dans un premier temps, on couche les enfants. Mais c'est vrai que depuis peu, mon fils, il veut bien travailler avec nous et il est très sage et ça l'intéresse beaucoup. Donc on le prend avec nous. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie de travailler le soir. Voilà, donc ça nous prend parfois la moitié d'une nuit. Mais voilà, on installe notre décor. Alors le décor, ce sont des dioramas qu'on crée ou qu'on a acheté pour certains. De toute façon, on en reparlera encore, j'imagine. Donc, on installe les dioramas, on installe les figurines. Alors là, quand je dis on installe, c'est plus le travail de mon mari. Je vais être très très honnête. Je suis une novice. Et lui, il a des années d'expérience de garçon qui a joué avec des bonhommes articulés. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Puis il a une connaissance, il a une certaine connaissance de l'anatomie humaine que je n'ai pas. Mais j'apprends. Je deviens pas trop mauvaise, mais enfin quoi qu'il arrive, lui il est très bon. Et donc cette partie du travail lui est réservée. Voilà. Donc Oui, il installe les figurines. Et de là, donc on installe les lumières. Puis je prends mon boîtier et puis c'est parti. J'avais cru comprendre aussi qu'il maîtrisait fortement le noir et blanc et qu'il voulait te l'apprendre en photographie. C'est une private joke avec Joss, mais on la garde quand même. Justement, donc tu viens de nous expliquer les dioramas, le fond, ok. Avec quel type de matériel travaillez-vous pour ce qui est de la prise de vue? Vous êtes au mobile, vous fonctionnez comment? Nokia 3310. C'est un peu dur, la retouche est un peu dure. Je vous avouerai que sortir les fichiers, c'est pas le plus évident, mais vas-y, moque-toi, moque-toi. Je fais des screens de mon snake. C'est horrible. Alors j'ai mon 5D Mark II qui me suit depuis de nombreuses années déjà, qu'il faudrait pas tarder que je change d'appareil parce que je pense que je l'ai pas mal saigné. J'ai mon 5D Mark II qui commence à avoir un peu de la bouteille et il va falloir qu'on change rapidement parce que je pense que le nombre de clics il est Il est assez grand et tu sens que ça commence à fatiguer un peu. Ouais, je le sens. D'accord, donc pas pied, justement, j'arrive à la question. Donc boîtier plein format. Pour ceux qui découvriraient le podcast avec cet épisode, voire les podcasts de photographie avec cet épisode, très rapide rappel, mais vraiment en 10 secondes. Il y a deux grands types de capteurs, deux grandes familles de capteurs en photographie. Il y a ce qu'on appelle le plein format, donc qui correspond à du 24-36, c'est l'équivalent du film 35 mm. Et il y a ce qui n'est pas ça, et donc on va avoir des formats plus petits. Donc, plein format, tu travailles avec quoi comme optique? Alors, en toy photographie, je travaille depuis quelques mois déjà, avec un macro, donc mon Canon macro 100 mm, qui est vraiment très très bon, je suis très très contente. Mais avant ça, quand j'ai commencé, je travaillais avec mon 50 mm. Voilà, mon 50 mm qui ouvrait un 1.4, c'était amplement suffisant. Mais c'est vrai que depuis que je suis passée à la macro, ça me change la vie. Ça me change la vie aussi au niveau des retouches. Après, oui, c'est certain que tu as plus de définition pour le travail, donc pour le travail de retouche, c'est une question qu'on abordera aussi après. Pas d'utilisation
de 24-70 pour des plans peut-être un peu plus larges. Non, 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 pour le moment, on reste comme ça. J'avais en revanche déjà dans l'idée de ressortir mon argentique pour faire des photos, mais pas sans raison. Enfin, pas sans raison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de ressortir l'argentique. Mais dans la téléphotographie, je pense que ça serait intéressant d'utiliser l'argentique pour quelque chose de très rétro, tu vois. Ouais. Et là, je pense notamment à Captain America, rétro, sur sa moto rétro. Ou des séries noires. Voilà, donc j'ai pensé à ça, j'avais même pensé à faire des traitements croisés, pourquoi pas, voilà, pour des effets un peu, peut-être même pour des aliens, tu vois, tu sais, enfin, les traitements croisés ont cette particularité d'avoir des couleurs très spéciales. Alors, pour les personnes encore qui découvriraient la chose, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que c'est qu'un traitement croisé? Alors le traitement croisé, c'est une pellicule par exemple C41 qu'on passerait dans la chimie pour E6, donc pour diapositive, ou vice-versa d'ailleurs. Et du coup, ça crée des couleurs très psychédéliques, des contrastes assez étonnants. Et ça peut être horrible, mais ça peut être aussi très esthétique. C'est la base de couleur. La base de couleur n'est plus forcément du rouge vers bleu, mais comme on va changer je pars du RVB parce que là je pensais à du digital, mais c'est comme si plutôt que de dire qu'on partait sur du RVB, on allait prendre, je sais pas moi, du violet, orange, marron, ou enfin marron c'est sombre, mais voilà, une autre base, et donc ça donne un autre référentiel d'image. Mais c'est effectivement, ça donne de très beaux, ça peut être. Ça peut donner de très jolis résultats, et voilà, moi j'ai pensé à Alien, mais ça peut être autre chose encore, enfin quelque chose de très glauque en fait. Et pour mon Captain America, j'avais justement pensé à réutiliser de l'argentique, mais pas juste faire de l'argentique pour faire de l'argentique. Je voulais voiler la pellicule de manière à vraiment avoir des effets un peu ratés de l'argentique que j'adore en fait. Au final, je sais pas si c'est la nostalgie qui fait ça, parce qu'à l'époque, c'est pas quelque chose que j'aimais forcément. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, la pellicule voilée, des grosses. Les grosses, enfin ce qu'on appelle les puits de lumière, les entrées de lumière dans les fûts. Non, c'est certain qu'à l'époque on a appris, toi et moi. J'ai eu aussi la chance d'apprendre aux Beaux-Arts sur de l'argentique. Quand tu voyais une photo voilée ou un puits de lumière, c'était raté. Hein. À un moment, t'avais juste foiré ta manipulation de péloche et ah tiens, j'ai voulu faire de la double expo. Ah tiens, ben voilà, donc j'ai fumé 36 poses. C'est sympa. Travail avec un pied ou pas de pied? Alors, on a un pied qu'on n'utilise que rarement, vraiment en cas de besoin. Donc, j'utilise le pied quand j'ai vraiment besoin d'avoir un temps de pause long pour, par exemple, faire... si je dois bouger un objet, là je pense notamment à une photo que j'ai fait de Ghibli, où je fais son pouvoir avec des espèces de, comment ça s'appelle, des guirlandes de Noël de toutes les couleurs. Ouais, je veux bien. Et là, donc, j'ai mis l'appareil sur le trépied pour pouvoir bouger les guirlandes devant l'image pour donner cette impression de mouvement. Mais en règle générale, je préfère ne pas travailler sur trépied parce que j'aime bien me mouvoir en fait dans l'espace et pouvoir shooter, enfin ne pas m'arrêter à un seul cadrage, à une seule possibilité de cadrage, mais de tourner autour de la scène. Donc pour ça, je préfère... Alors je sais qu'il y a des trépieds géniaux qui te le permettent, mais j'ai pas un studio chez moi non plus, donc... En termes de lumière, comme ça on aura fait le tour un petit peu de la discussion purement matérielle, stricto sensu, purement technique. Donc 5D Mark II, 100 macro. De temps en temps, j'utilise encore le 50 mm, mais rarement. En termes de lumière, tu travailles avec quoi? Tu travailles avec de la lumière continue, tu travailles avec des petites lumières spécifiques dédiées à la toy photographie? Oui, tu connais bien, dis donc. J'ai la chance de beaucoup discuter avec toi, j'ai la chance de suivre le travail de personnes qui m'intéressent aussi beaucoup, et donc ouais, les petits cubes... Alors oui, effectivement, t'as un truc que moi j'appelle Lumcube, mais en fait Lumcube c'est une marque, or il y a d'autres marques qui existent, mais c'est celle que j'ai connue en premier, donc voilà, je vais faire le coup du sopalin et d'appeler ça des Lumcubes. Et donc voilà, ce sont des petits cubes de lumière qui sont à la base faits aussi, enfin pas à la base, mais qui sont aussi faits pour de la plongée sous-marine ou pour du... comment on appelle ça?
Ah, du painting, light painting. Ah oui, du light painting, ouais, ouais. Light painting, et je ne couperai pas. En fait, il faudrait que je fasse des sessions vidéo, parce que j'adore les grimaces que tu fais quand tu fais non, on va couper ça, non, c'est moche. Le light painting, c'est, on a tous déjà vu ça, c'est de la photo avec une pose longue dans un environnement qui est sombre, et du coup, le capteur, lui, va garder une trace du passage de la lumière. Quand vous faites de la pose longue d'une voiture qui passe, en soi, c'est déjà du light painting. Voilà, donc les cubes pour faire du light painting, pour faire de la plongée sous-marine, servent aussi à faire des photographies. Parce que justement, le faisceau lumineux, qui est très très puissant, est réduit, ce qui permet en fait de mettre en valeur ou pas. Enfin, parce qu'après, on a des diffuseurs, on a tout un tas de choses qui va sur ces petits cubes. Notamment des gels de couleur aussi, c'est hyper pratique. Ouais, comme l'équivalent de gélatine. Voilà, l'équivalent de gélatine. De toute façon, j'ai les deux. Hein. J'ai des grandes gélatines, j'ai des petites qui vont sur des Lumecube. Mais on a aussi des LED. Alors là, pour le coup, je t'ai cité des marques qui valent un peu cher. Donc, t'as Lumecube, t'as, je sais plus, Aputure, je crois, et t'as encore une autre marque qui est... Je sais pas, on a le droit de citer des marques, hein. On fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. Super. On va citer d'autres marques après, pas de problème. Très bien. Et donc oui, et sinon on a aussi acheté un truc génial à 100 balles sur AliExpress. Ce sont des LED, des grosses LED de lumière, enfin des grosses non, de la taille d'une main en fait, des LED de lumière, il y en a 4 pour 100 € avec trépied. Et avec même avec des batteries rechargeables et tout, et ça dure longtemps. Et absolument rien à dire de mauvais. Un petit peu des petits packs comme on peut utiliser parfois pour de la vidéo, pour des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Des trucs qui valent super cher, genre justement des Aputure, etc., qui valent au-delà de 100 €. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Je la garde. Non, je la garde. Non, tu gardes rien du tout. Non, t'es vilain, j'aime pas quand tu fais ça. Mais tu me promets à chaque fois, ouais, je vais pas te piéger. Mais tu sais que plus tu dis ça, plus je vais continuer à le garder, hein. J'ai toujours le droit de lancer des... Non, pas des noisettes vers la personne qui enregistre. Pour la peine, je vais garder ça. Mais c'est vrai que... Enfin, j'ai une autre question qui va venir, mais là, tu soulèves quelque chose qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce que tu fais, et loin de moi l'idée de dire que ce n'est absolument pas précis, bien au contraire, je trouve ton travail... c'est l'occasion de le dire, parce que là, tu peux pas empêcher de le dire, je trouve votre travail formidablement qualitatif et formidablement détaillé, mais c'est vrai qu'on n'est pas à un degré de précision qui nécessite d'avoir des LED de premier ou de deuxième tri pour obtenir une qualité spécifique. Enfin, là, vous êtes vraiment dans une notion d'éclairage, on n'est pas dans une notion d'optique et vous n'avez pas un besoin précis d'avoir une LED avec une valeur spécifique. Tu me parlais des lumières, tu me parlais du 100 macro, pour qu'on comprenne bien pourquoi un 100 macro. Le cas échéant, les modèles que tu utilises, les figurines que tu utilises, font quelle taille ? Alors, essentiellement du 1,12. Donc le 1,12 c'est l'échelle. Mais on a d'autres figurines beaucoup plus grandes, notamment des aliens. Ouais. On a même la reine, tu sais. Ouais, je vois bien. Ouais. Flippant que je devais cacher de mon fils parce que j'avais peur qu'il fasse des cauchemars. Et au final, qui était super content de le trouver dans l'armoire. Le temps pour réaliser le temps pour mettre en place un set, vraiment uniquement la partie qui est shoot, pas la partie post-prod. Ok, alors, donc, pour créer des planches, c'est hyper long, forcément. Alors, quand il s'agit d'une seule photo à faire, ça peut durer 2-3 heures, enfin, le temps d'installer le matériel. Par matériel, j'entends aussi des décors. Shooter, et puis voilà, c'est fini. Bon, 2-3 heures, c'est la moyenne. En revanche, donc, pour faire les planches, il faut faire 4 à 5 photos en une soirée. On ne travaille pas souvent de soir de suite parce qu'on a une vie aussi. Parfois, on sort dehors. Les graphismes ne sont pas terribles, mais... Quand on est autorisé. Donc, pour les planches, c'est beaucoup plus long. On fait 4 à 5 shoots par soir. On ne travaille pas tous les soirs parce que aussi on a une vie, donc voilà. Mais on va dire que les 4 ou 5 photos, on va les faire en peut-être 4 ou 5 heures. Évidemment, pareil avec l'installation du matériel, l'installation des décors. Et en tout, ça va prendre 2 semaines. Voilà. 2 semaines, une planche comme Oum.
Une planche comme Hulk versus Doom, ça vous a pris 2 semaines? Ça, avec des pauses évidemment entre les shoots. Et puis bah ouais, j'ai peut-être compté la post-prod aussi. Ouais, 2 semaines et demie on va dire avec la Bah, post-prod. de souvenirs quand t'as commencé à m'en parler, qu'on discutait de ça, ouais, je pense que dans tes 2 semaines, parce que vous bossez vite, quand même, vous bossez bien quand même, je pense que dans tes 2 semaines, Faudrait que tu le redises à mon mari. Je la note, mais je la note tellement celle-là. Rapidement, revenir sur les dioramas, donc les dioramas qui sont des fonds. Est-ce que tu crées tes propres décors? Comment ça se passe? Est-ce que tu les achètes? Est-ce que tu les commandes? Est-ce que là aussi, il y a des waves de dioramas? Ça se passe comment? Alors là pour le coup, faudrait peut-être que je te raconte depuis le début ce qui s'est passé en fait. C'est que quand on a commencé la toy photographie, moi je n'ai pas du tout assumé le fait d'être photographe dans ce milieu-là. Et c'était vraiment pour le kiff de prendre des petites figurines en photo avec nos téléphones en action parce que bah, je voyais bien que mon mari s'amusait avec et qu'il leur faisait des poses plutôt sympas. Donc voilà. Et loin de nous était l'idée de faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, clairement. Si j'étais tombée sur un compte comme le mien, je me serais dit oh ils se prennent la tête, mais oh voilà. Et, euh, et donc quand on a commencé, c'était vraiment on faisait des photos avec le téléphone. Et j'étais déjà photographe évidemment, mais je n'assumais pas, j'arrivais pas à relier les deux en fait. Il y avait un côté trop sérieux pour toi? Je pensais pas que j'étais capable de faire ça en fait. Moi je voyais déjà d'autres photographes de faire ça. Je voyais déjà d'autres photos. Pardon. Je voyais déjà d'autres toy photographes faire ça. Mais je me voyais pas le faire, je pensais pas que j'étais capable, c'est quand même une discipline à part quoi. Enfin, c'est pas parce que tu es photographe que tu sais faire toutes les photos et pour moi cette discipline-là ne faisait clairement pas partie de mon éventail de possibilités. Et vraiment c'était pour s'amuser. Et quand on a commencé à poster des photos avec le téléphone et que là on a découvert toute une communauté extraordinaire d'ailleurs je dois dire au passage, de passionnés qui venaient, qui disaient waouh génial et avec qui on a commencé à discuter. Donc par les collections, par les figurines, par les photos aussi. On a du coup voulu continuer ce délire-là, mais j'étais toujours pas prête à sortir l'appareil photo. C'est-à-dire ça a duré un petit moment. Hein. J'ai peut-être sur plusieurs mois, je faisais des photos avec mon téléphone. Enfin ça me fait rire de le dire maintenant, mais sur le coup, quand j'ai sorti mon appareil enfin pour faire des photos avec mon appareil, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça quoi? Qu'est-ce qui m'a pris en fait? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Bref. Et donc, ce qui est rigolo en fait dans l'histoire, c'est que moi, j'ai toujours pas sorti l'appareil photo qui est en train de s'empoussiérer dans le placard parce que faut savoir que je sortais enfin voilà, moi je venais d'avoir mon fils. Non, je venais pas de l'avoir, mais il avait peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'étais plus dans ma maternité plutôt que dans la photographie. Donc mon appareil photo sans poussière et moi je suis là en train de faire des photos avec mon téléphone et je me dis mais merde je manque de décor, c'est hyper triste. Alors j'ai sorti une feuille de papier noire, une feuille de papier bleu, une autre verte. J'ai sorti les lumières que j'avais, donc les lampes de table par-ci et par-là. Et puis on se prenait la tête, hein, comme si on était des vrais photographes. Et à ce moment-là, je me dis, je manque de décor. Tiens, je vais regarder comment on peut faire, comment on peut créer nos propres décors. Et moi, je suis quelqu'un de manuel, donc je savais que ça allait pas me poser trop de problèmes. Et donc de là, je suis partie chez Rougier Play. Et je me suis acheté une tonne de matériel, donc du polystyrène extrudé, du carton plume, de la peinture de tout genre, des X-Acto, etc., etc. Et j'ai passé, je me rappelle, une première nuit à fabriquer mon mur de briques, mon premier mur de briques. J'étais très très fière du résultat. Et de là, donc, j'ai commencé à faire des pierres, d'autres murs encore, des murs de couleurs différentes. Ce qui est bien, en fait, c'est que les murs peuvent être défoncés, donc t'es pas obligé de t'appliquer non plus, tu vois. On n'est pas sur de la maquette de précision. Et voilà, donc c'était cool. Je fabriquais mes décors avant même d'avoir sorti l'appareil photo. Donc c'est quelque chose que je prenais déjà au sérieux, mais pas au point de sortir l'appareil photo. Mais c'est bien, si c'est ça qui t'a permis d'avoir ta propre légitimité envers toi-même. Donc attention, on commence à se prendre la queue, mais à se dire, ok, voilà, j'ai envie de le faire sérieusement et je peux le faire sérieusement. C'est cool parce que ton taf est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, des questions comme ça, on va enchaîner un petit peu des choses qui vont peut-être aller un petit peu à droite, à gauche. Qu'est-ce que cache ton travail? Tu m'as déjà dit une grosse passion, celle de ton mari. Mon mari, mon travail, il cache mon mari, voilà. Une grosse passion de ça, et puis aussi un vrai talent de photographie.
Marvel, les figurines, tout ça, enfin, c'est très à la mode. Si vous les avez jamais vus, je vous invite à rechercher. Enfin, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à rechercher un petit documentaire qui doit pouvoir se trouver assez rapidement sur YouTube, qui s'appelle La Revanche des Geeks, qui doit avoir à peu près une quinzaine d'années, et qui expliquait justement sociétalement le basculement où les jokes, donc les jokes, ce sont les sportifs, les gros balèzes, qui étaient un petit peu les bourreaux des nerds et des geeks. Comment les geeks ont pris le pouvoir et comment, voilà, actuellement, si vous avez un téléphone portable, si vous êtes sur une appli, un truc comme ça, enfin, il y a 20 ans de ça, on vous aurait dit ça, vous auriez dit je travaille comme ça ou je vis comme ça, on vous aurait dit, ouais, bon, t'es un petit peu une saleté de geek. Ma question, je vais y arriver, c'est très à la mode, Marvel. Très très à la mode actuellement, on a fini, je crois qu'on a fini à phase 4, on va rentrer dans la phase 5 ou quelque chose comme ça. Coucou phase kill, coucou les clairvoyants, coucou Monsieur Fox, tout ça, tout ça. Est-ce que physiquement, véritablement, la photographie à l'intérieur des films de Marvel vous inspire? Est-ce que parfois vous la vivez comme une contrainte ou est-ce que pas du tout, vous continuez à faire votre tambouille? Puisque il y a des moments où tu me dis, on fait des strips en photographie, donc pour rappel, le strip dans la toy photographie, c'est sur 2-3 images, 2-3 photos, essayer de recréer une planche, contrairement à une photo fixe. Mais est-ce que ce qui se passe en dehors du mode de la toy photographie, du monde pardon de la toy photographie, mais sur le même univers, le MCU, Marvel Cinematic Universe, est-ce que ce sont des choses qui viennent impacter votre travail d'une manière ou d'une autre? Alors, je vais essayer d'être le plus diplomate possible. Parce que tu comprends, tu viens de poser une question pendant un quart d'heure et je vais juste te dire non. Non, mais ce que je veux dire, bon, je n'ai absolument rien contre les films, mais je n'ai pas découvert ainsi l'univers Marvel, ni d'ici d'ailleurs. Donc, je suis passée par le comics, et même si c'est très très récent. Et alors, j'ai essayé de regarder des films, c'est pas trop ce que j'aime le plus, on va dire. J'ai commencé à devenir cette espèce de insupportable puriste, celui qui dit ouais mais le livre est mieux, tu vois. Et voilà, j'ai fait ça pendant des années avec des livres, et maintenant je me retrouve à faire ça avec le comics, mais les comics sont clairement mieux, et quitte à avoir une source d'inspiration, autant que ça soit l'original. Le MCU s'inspire des comics, moi aussi j'ai envie de m'inspirer des comics, j'ai pas envie de passer par le MCU. Mais ça ne serait dire tout ça ne serait pas rendre hommage au MCU, parce qu'il y a quand même une chose extraordinaire qu'ils font. Alors déjà, faut dire ce qui est, ils arrivent très bien à s'inspirer des comics visuellement. Voilà, il y a absolument rien à dire là-dessus. Ils ont réussi à... Alors, j'aurais pas forcément les mots pour décrire ça, mais en tout cas, de manière organique, on ressent le comics dans ces films-là. Et puis il y a aussi une autre chose qui est géniale, grâce au MCU, un très grand public connaît ces univers-là. C'est et de donc, la du démocratisation, coup, finit bien sûr. par s'intéresser aux comics. Alors que je pense que les comics auraient pu finir empoussiérés, mais je sais pas, hein, j'en sais rien, c'est comme ça, je te le dis, mais peut-être que c'est grâce aussi au cinéma que voilà. Que le comics continue à vivre, et donc ça c'est cool, merci le MCU. Maintenant, voilà, moi personnellement je ne m'inspire pas vraiment, je n'ai rien contre, j'ai bien aimé par exemple Les Gardiens de la Galaxie, c'est un des rares que j'ai aimé, mais parce qu'il y a beaucoup d'humour et que ça m'a fait rire. En revanche pour les autres, je suis beaucoup moins fan, et je pense que moi j'ai découvert le comics avec les Thanos, tu vois, de Jim Starlin, et en fait, d'avoir vu les films et d'avoir lu les comics, j'ai vraiment une grosse amertume de ne pas avoir... Enfin, je veux bien croire qu'on doit s'éloigner un peu de l'œuvre originale afin de pas avoir de gens qui spoilent. Parce que là, on fait des films sur des années quand même, tu vois. On fait pas un seul film, on fait plusieurs films. Et donc, forcément, quand les gens connaissent la fin, ils n'ont peut-être pas envie d'aller voir le cinéma. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles ils changent à ce point le scénario. Mais là, c'est peut-être un peu trop. Il y a des personnages qui ont été bouffés, il y a des personnages qui n'existent pas. Mais je sais qu'il y a des raisons à tout cela. Hein, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, il perd ses moyens parce que le père d'Eyan a pris on a acheté des palmitos et puis il s'est amusé à faire une montagne de palmitos, de choses comme ça. Prends juste un et je garderai le bruit pour l'audio. Pour revenir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut bien comprendre quelque chose, c'est que les premiers comics, donc normalement je crois que c'est Superman, le premier super-héros,
Pour rappel, Superman, normalement, dans la mythologie de Superman, Superman a tué Adolf Hitler. Les premiers comics, c'est 43, 42, quelque chose comme ça. Enfin, même peut-être avant. Enfin, l'histoire de Captain America qui est un héros fictif, mais pour motiver les troupes, c'est vrai. Enfin, à la base, les comics ont aussi trouvé leur utilisation au tout début et aussi après dans les années 70, apprendre aux soldats comment bien nettoyer une arme, l'hygiène du soldat, des choses comme ça. Donc, le comics en tant que... et je m'éloigne, mais le comics en tant que support physique a toujours eu un rapport éducatif. Les personnages de comics ont toujours été ancrés très rapidement dans la réalité, et très tôt dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire du XXe siècle. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, puis après on va quand même essayer de revenir sur la photo, c'est que un film, quel qu'il soit, on voudrait faire un film actuellement sur Carcajou, à savoir Logan, à savoir Serval, au-delà du film Logan qui est fait et qui s'inspire quelque part du Old Man Logan, où Logan est quand même déjà un petit peu plus vieux, un petit peu plus usé. Quand ce sont des comics qui durent sur 4-5 ans avec une sortie tous les mois ou toutes les 2 semaines, on peut pas résumer ça en 3h30, quoi. Enfin, c'est absolument impossible. J'allais te demander ce que tu as rencontré en premier entre le comic book et la photographie, mais comme je pense que tu as fait ton école... Je te déteste. C'est ça d'avoir des notes. Hein. C'est ça d'avoir des notes, bah oui, bah bien sûr. Questions qui servent à rien en fait. Bah voilà, allez, ok, d'accord, tu veux faire la maline, ok. Alors, s'il te plaît, Aliska. Alors, Aliska GB, d'ailleurs, pour les gens qui se demandent que veut dire le GB, je vous invite à reprendre le pseudo et mettre GB à l'arrière. Vous comprendrez que mon invité est russe. Quelle quantité de travail réalises-tu en post-prod? Je sais que c'est compliqué pour moi de te poser la question parce qu'on discute quand même beaucoup, toi et moi. Ouais, en fait, on sait tout. Hein. Là, c'est clairement pour vous qu'on fait ça. Hein. On le fait pour vous, hein. On se saigne à aller voir des potes et faire venir des potes. C'est pour vous, hein. Moi, je vous le dis, le podcast, on pourrait le faire tranquillement chez nous. On a déjà parlé 1 milliard de fois. On connaît déjà tout. Là, on est grave saoulés, en fait, même d'en parler. Alors, si ce podcast, si cette EP n'atteint pas le 1K écoute en 48 heures... ça va chier. Là, clairement, j'ai envie d'être ailleurs. C'est trop. Non, c'est toujours un plaisir de ressasser la même chose. Ouais, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas la peine de passer de la pommade. Je te piégerai avec des super-héros tout à l'heure, t'inquiète. En termes de post-prod, il y a une personne que j'espère on va pouvoir, voilà, avec le confinement, je dis ça à chaque fois, mais... on va pouvoir un moment faire cet épisode avec elle. On discute du cadrage, on discute de choses comme ça. Il y a des mouvements de pensée, il y a des mouvements pratiques, artistiques, qui vont dire ouais, moi j'essaye de faire le moins de mouvements possible, de faire pas de moins d'interaction, mais moins de post-prod. Toi, quelle quantité de post-prod tu fais sur un shoot? Parce que la quantité au final, ça veut pas forcément dire grand-chose. Quels éléments tu vas te dire, voilà, franchement ça mérite un petit coup de pinceau, un petit coup de réhausse, parce que peut-être aussi que tu as des figurines qui arrivent, qui sont un peu abîmées, ou alors des figurines de wave que tu veux utiliser sur différents shoots, peut-être qu'elles sont un peu usées, ou la couleur est pas parfaite. Il est important l'écart entre votre shoot final, enfin votre shoot et l'image qui sort au complet? Alors, effectivement, t'as soulevé des points intéressants. J'essaye... Ah bah c'est ça d'avoir des notes, hein. Te la raconte pas trop. Parce que tu as soulevé ces points intéressants, parce que tu connais déjà les réponses. Bah oui, bien sûr. Fortement. Je vais te faire parler. Non, oui, donc effectivement, j'essaie en tout cas d'avoir un maximum de choses faites on-set. Non pas pour des principes. Alors je sais qu'il y a certains qui ont des principes dans la photographie que je respecte. Il y a des personnes, par exemple... La pyramide vient de s'effondrer. Enfin non. Voilà. Donc oui, faire un maximum on-set, comme je te disais, non pas par conviction ou par principe, mais plutôt parce que j'ai envie de passer plus de temps sur autre chose, tu vois. Et donc ce fameux autre chose, ça va être justement la retouche de figurines elle-même. Voilà. J'ai déjà essayé de faire de customiser des figurines. Je suis pas très très mauvaise en peinture, ça va, mais ça va quand même beaucoup plus vite sur Photoshop. Et donc là, je sais que je m'endors à cœur joie. Maintenant, concernant donc le on-set, j'aime bien les practical effects. Donc faire plus d'effets sur le tas en fait. D'accord. Pendant le shoot.
faire des effets qui vont ressembler à des pouvoirs ou De la poussière, de la voilà, qui vont lumière, des donner trucs, du dynamisme ou pas, enfin voilà, à une photo, de plutôt la que de fumée de les cigarette rajouter. électronique pour avoir un brouillard, Voilà, des choses c'est comme ça. ça. Quoi. Plutôt que de rajouter des effets, déjà parce que je ne sais pas le faire, je suis pas graphiste en fait de formation. J'aimerais bien savoir, il y a des gens qui font un travail extraordinaire là-dessus justement dans la photographie. Moi, je ne sais pas vraiment le faire. Par contre, voilà, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai pratiqué pendant très longtemps sur des modèles vivants, c'est de retoucher la peau, c'est de me prendre la tête à retoucher des petits détails dans les yeux, etc. Et ce qui est encore plus génial dans la photographie, c'est que je peux exagérer l'effet sans que ça fasse cheap. Autant sur un modèle, tu peux pas lui refaire des yeux d'une couleur incroyable parce que, enfin, même si elle le veut très fort, tu la calmes, tu dis, écoute, non, on se calme, je te ferai pas ça. En revanche, sur mes figurines, oui, je peux m'éclater. Et je m'éclate. Je m'éclate à redessiner la rétine, à redessiner l'iris, à faire un effet de transparence, à recréer le reflet de lumière. Et aussi retoucher la peau, parce que mes figurines sont au même titre que mes modèles ont des problèmes de peau. Coucou les filles. Et du coup, ouais. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là que je m'éclate. Et après, oui, tu vas avoir d'autres choses à retoucher, telles que si j'ai mis des pierres en suspendu. Enfin, s'il y a des pierres suspendues dans l'air sur mes photos, c'est parce qu'évidemment elles tiennent sur des fils que j'enlève et d'autres petits trucs comme ça. Mais enfin bon, voilà. En règle générale, j'essaie d'avoir un maximum de set pour pouvoir consacrer mon temps précieux et mes yeux, parce que je suis plus toute jeune. Et passer des heures et des heures face à des écrans, c'est un peu compliqué. Et voilà, à retoucher là. Ça bonifie complètement. Ça bonifie complètement. Mais alors c'est intéressant parce que c'est très proche. Non, c'est pas très proche. C'est la démarche en studio. Faut bien vous rendre compte de quelque chose. Alors, je crois que j'ai déjà eu avec vous peut-être cette discussion ou du moins cet échange ou avec certains invités, mais au début des années 2000, quand les premières lois sont apparues pour dire bon, il va falloir mettre maintenant sur les photos de mode qu'elles sont retouchées parce que les petites filles, ça leur donne une image qui est compliquée, patati patati patata. Faut bien comprendre quelque chose, c'est que en photographie, tout ce que vous pouvez faire sur le set, donc sur le studio entre guillemets au moment de la prise de vue, c'est du travail qui est plus qualitatif et c'est plus facile de le faire là et d'avoir une bonne photo avec beaucoup d'éléments, quitte à en faire plusieurs, que d'essayer de venir broder ensuite. Sauf si tu es graphiste, auquel cas c'est génial parce que mais tu même peux créer... même quand t'es graphiste, non, mais je t'assure, il y a des mecs qui font des trucs de ouf. Et, enfin, voilà, en tout cas, ils ont tout mon respect parce que c'est impressionnant et visuellement, c'est impressionnant. Mais maintenant, quand on ne sait pas faire, effectivement, il vaut mieux faire tout on-set. Ou alors, tu peux choisir de faire tout on-set par principe, comme certains le font. J'ai vu une super photo, je te la partagerai. C'est un compte que je suis sur Instagram et je veux pas dire de bêtises parce que le premier nom que j'ai en tête, c'est Lightsabers. Et c'est pas Lightsabers, c'est Light, et après je sais plus quoi derrière. Quand ils font un shoot, t'expliques comment ils font le shoot, donc ils te montrent les différentes étapes, ils te donnent tout, et ils font justement, on va en venir après, des BTS, des Behind the Scene. Et là, c'était un shoot d'une jeune femme dans une région un peu genre Texas, quelque chose comme ça. Alors, je suis désolé, s'il y a des personnes qui sont proches du mouvement féministe ou égalitaire ou quoi que ce soit, la photo dont je vais vous parler ne représente pas l'objet ni de mes envies, ni de ma vision de la femme. Mais donc, en gros, une femme jeune, plutôt dans le modèle esthétique dominant, assez svelte, avec un Marcel un petit peu tricot rouge, une jupe qui arrivait juste au-dessus des genoux, mais quand même assez longue. Non, mais tu vas voir, quand même assez longue en jean. Donc, voilà, ce que la plupart des personnes appelleraient quand même plutôt une belle gosse, ou voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu la vois, ils ont mis, la photo est faite, t'as l'impression qu'il y a un camion qui vient de passer et qu'en gros c'est une mécano, tu vois, elle a un petit peu de suie sur elle, un petit peu de poussière, patati patata. Il y a 2-3 photos, très bien, toutes très bien faites, techniquement très maîtrisées. Et après le BTS, quand tu le vois tourner, tu te rends compte que le modèle, non. En fait, c'est une vieille. Non, mais en fait c'est une vieille, elle a un collier autour du cou et quand elle le met, elle redevient toute jeune, pour les fans de Game of Thrones. Ce qui se passe, c'est que non, ils ont décidé de mettre toutes les taches, genre cambouis, même la poussière derrière, tu les vois charger leur texture dans
Tu les vois charger leur texture dans Photoshop, effacer telle partie, rajouter Ça va, ça. ils l'ont pas trop sali, la fille. Non, ils l'ont pas trop sali, mais ce que je veux te dire, c'est que bon, elle est quand même bien peinturlurée. Ça, t'as vraiment l'impression que la nana, elle vient de te nettoyer ou de te décaper un moteur d'une Chevrolet ou d'un truc comme ça. Mais ce travail-là, il peut être aussi fait. Toi qui as travaillé avec des mannequins, des choses comme ça, tu as des maquilleuses, tu as des gens qui vont faire du practical effect. Bon, practical effect, c'est quand on parle de toy photographie. Mais tu as des gens qui vont faire. Je vais quand même utiliser le terme practical effect quand tu fais un shooting studio. Bien sûr. T'as ton air maker, donc le air artiste. Tu as toi tu gères la lumière, t'as quelqu'un qui vient gérer le stylisme, tout ça. Donc on n'est pas loin on est sur la même pratique studio de tout faire sur le set au maximum. Quels sont les practical effects que tu apprécies le plus? Alors, bon déjà à la base, si il y en a, enfin certains je les connais parce que j'ai vu d'autres photographes le faire et c'est génial parce que cette communauté est très partageuse et parce que justement tout à l'heure tu as parlé des BTS, cette communauté partage énormément de BTS. Donc en fait quand tu débutes, quand tu débarques et quand tu as envie de faire de la toy photographie, il suffit juste de tomber mais sur n'importe quel compte de toy photographe pour voir un peu les trucs et astuces. Tu vois. Et donc, un des trucs les plus courants, enfin, certains trucs sont très très courants, notamment la cigarette électronique. Certains utilisent un truc à faire de la fumée. Là, Une petite smokeuse, voilà. ouais. Et aussi les étincelles. Voilà. Ça, c'est les trucs les plus basiques, mais qui servent énormément. Bien sûr. Qui servent énormément, notamment la fumée, justement, la cigarette électronique. Nous, on se sert d'une cigarette électronique. Et ce qui est génial, c'est que tu peux faire des effets très différents selon l'utilisation de la lumière et de la cigarette électronique. Tu peux créer de la fumée par terre, tel le brouillard qui vient se poser. Tu peux faire un effet de... et là, je pense à une photo que j'ai fait de Diablo qui disparaît en fait, enfin tu sais, qui disparaît, qui a un flash en fait derrière lui. Donc ça, tu mets ta source de lumière, donc ton petit Lumcube juste derrière la figurine, tu envoies de la fumée de la cigarette électronique juste derrière, et en fait ça crée une espèce de trou en fait dans la photo, dans l'image, et on a vraiment l'impression que, enfin t'as compris, on a un effet. Ou sinon tu peux créer du feu. Moi par exemple, ce que je fais souvent pour créer le feu sur mes shoots, sur nos shoots. Ça y est, je m'oublie. Donc ouais, ce que je fais souvent, c'est pareil, enfin la même technique. Je prends un Lumcube ou deux, je mets des gélatines orange qui vont avec, orange, enfin rouge. Je les crée moi-même parfois. Pareil pour le chaud, froid. Voilà. Chaud, ce sera tout. Enfin orange, on va être sur des couleurs chaudes, froides. Tu envoies de la fumée et hop, ta scène s'enflamme. Tu as du feu sur la scène et t'as pas besoin de rajouter ça en post-prod, surtout si tu sais pas le faire, quoi. Oui, mais après, il y a une dichotomie, non, mais il y a vraiment une séparation entre parfois vouloir faire des choses via des logiciels ou vouloir faire des choses via le set parce que c'est des choses qu'on maîtrise plus. Mm-hmm. Oui, voilà, moi perso, j'ai choisi juste le truc que je maîtrise plus et c'est vrai que j'ai plus de plaisir à faire ça plutôt que de tout recréer sur un logiciel. Bien sûr. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'apprécie aussi le travail des graphistes. Donc, et puis en plus, je veux surtout pas passer pour celle qui dénigre alors que pas du tout. Non, mais à côté de ça, pour t'avoir vu travailler, pour discuter beaucoup de travail, moi pour avoir une formation de graphiste, ça y est, je m'oublie aussi. Même si toi tu ne te considères pas graphiste, tu as un excellent niveau de retouche. Vraiment, quand je vois le boulot que t'as bas, c'est elle fait des petits gestes avec les mains comme ça. Non, tu balances du bois grave sur la retouche. Est-ce que vous avez une manière particulière de travailler le dynamisme des poses de figurines? Tu viens de parler de Diablo. Qui est le fils de Mystique, ça y est, je commence à te piéger là, qui est le fils de Mystique et qui a le pouvoir de disparaître et de se rendre dans des endroits qu'il a déjà visualisés. On va prendre quelqu'un peut-être de plus athlétique. Imaginez que vous avez déjà ouvert une page d'un comics avec Spider-Man, Spidey, on va le voir à la fin de la case dans un mouvement final, mais très souvent en transparence, on voit les mouvements, il a la tête en bas, ou voire même des mouvements qui anatomiquement sont presque pas possibles en termes d'équilibre, des choses comme ça, mais vous, dans vos photos, dans votre gestion, est-ce que vous avez une manière particulière de travailler le dynamisme en fonction des héros? Comment vous faites?
Alors, déjà, effectivement, dans un premier temps, c'est mon mari qui travaille le dynamisme de la figurine en elle-même. Mais c'est vrai que il y a, alors, parfois, c'est même sujet à, alors je dirais pas à dispute parce que non, mais à certaines incompréhensions de sa part et de la mienne, parce que c'est ce qu'on voit avec nos yeux n'est pas la même chose qu'on voit dans notre appareil photo. La photographie, elle l'aplatit, la photographie parfois sous certains angles en fait ne donne pas la même chose que ce qu'on va voir de visu, puis surtout l'optique change aussi ce qu'on voit. Et parfois c'est très difficile. Alors des fois on a une pose géniale, magnifique et vraiment sublime, on est très très content, mais une fois que on la voit à travers l'optique, on se dit merde, non c'est pas du tout ça qu'on voulait faire passer comme message. Et donc effectivement c'est un travail de réajustement à chaque fois entre son travail et le mien. Parfois c'est un peu décevant, parfois au contraire on est surpris du résultat. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. Le dynamisme, je le travaille aussi avec mes réglages. Donc, quand je fais mes réglages photo, avec la profondeur de champ, avec une profondeur de champ différente, tu peux avoir un mouvement, enfin un semblant de mouvement sur un bras, sur une jambe, etc. Et puis, par la suite, je travaille le dynamisme aussi en post-prod. Et alors pareil, une fois de plus, je ne suis pas graphiste, je ne sais pas créer des effets, comment dire, spectaculaires, mais alors du coup, j'use pas trop du flou directionnel ou autre, mais voilà, j'essaie un tout petit peu de venir bouger la flamme pour donner l'impression que la flamme elle vient de... Enfin, t'as compris. Question suivante. Moi, j'ai pas compris, je suis désolé. Il faut que tu approfondisses ta question, s'il te plaît. Cordialement. T'as pas des pyramides à faire? Je l'ai déjà fait. Comment, justement, alors ça continue, ça prolonge un petit peu cette question sur le dynamisme, où tu m'expliques que c'est ton compagnon, le père de tes enfants, l'homme de ta vie qui travaille ça. Mhm. J'aime bien le... Le soleil de mes nuits, la lune de mes jours. C'est toi qui tu vis avec, c'est toi qui t'engages à ça. Hein. Comment vous êtes passé d'une photo justement, enfin comment vous êtes passé d'une prise avec une photo qui, quelle que soit la complexité du dynamisme, demande un certain travail, à avoir l'envie de vous dire ok ben là on va plus peut-être et j'invite les personnes, de toute façon je le mettrai comme à chaque fois dans les liens de l'article, mais regardez le travail que Aliska a fait sur Cosmic Ghost Rider, regardez le travail qu'elle a fait sur Doom, Hulk versus Doom. On est sur deux choses très maîtrisées. Tu parlais de profondeur de champ, le Doom versus Hulk, il y a des plans qui sont pour moi juste fous sur la manière dont tu as travaillé ça. Mais on est sur une image pour Cosmic Ghost Rider et sur plusieurs, je sais pas, peut-être une quinzaine d'images, peut-être même plus, une vingtaine d'images je pense, pour Doom Hulk. Donc à un moment dans votre travail, j'imagine bien que vous avez commencé par de la pose plutôt simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Comment est venue l'envie photographiquement de vous dire en fait, allez vas-y, on en fait une autre, et puis là il va faire ça, et puis là il va faire ça. Alors dès le début en fait, je sais pas si t'as vu, mais quasiment dès le début, on avait commencé par faire plusieurs photos d'action. Mais il y a une explication à ça, c'est qu'on faisait des photos avec un téléphone, et du coup ça prenait, 20 fois moins de temps. Quand tu fais des photos avec le téléphone, tu peux passer la soirée, tiens, et comme ça, aimer comme ça, ah ouais, génial, et là, t'as vu, c'est comme s'il a donné un coup de pied. Et de là, forcément, on avait pris cette habitude-là. Et puis ça vient aussi du fait que mon mari c'est un grand enfant et qu'il aime bien jouer avec ses figurines et qu'il aime bien leur faire des poses différentes. Et il va pas se contenter que d'une seule pose, surtout quand la photo, tu mets 1 minute à la faire. Voilà. Je sens qu'il y a un petit peu d'énervement là. Non, pas du tout. Au contraire, je suis très très contente qu'on fasse ça ensemble et très très contente que finalement c'est dans cette direction-là qu'on soit parti. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai choisi, quand j'ai décidé surtout enfin de dépoussiérer ce 5D Mark II, je m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être beaucoup plus compliqué. Parce que voilà, on est sur autre chose, à partir du moment où tu choisis de sortir ton appareil photo, c'est qu'a priori tu veux partir sur une image, alors je dirais pas parfaite parce que la perfection n'existe pas, enfin
cas, voilà, on est en constante évolution, je l'espère, mais sur quelque chose au plus proche du parfait du moment. Et en fait, bah, ça commençait à être hyper long, mais on avait pris cette habitude-là et on aimait faire ça, et tant pis. Et voilà, tout simplement. Et donc, on a continué. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on s'est dit qu'on allait faire des petites pauses. De temps en temps, on s'est dit qu'on n'allait pas faire du comics tout le temps. Déjà, ne serait-ce que pour cette surcharge de travail, enfin, pour s'éviter cette surcharge de travail. Voilà, de temps en temps, on glisse une photo par-ci, une photo par-là. Ce qui nous empêche pas, d'ailleurs, de plus tard se dire, tiens, celle-là, je vais l'utiliser dans... voilà, cette photo-là, elle était bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour notre comics X-Men qu'on a fait, on avait utilisé une photo de Havok qu'on avait déjà fait avec le fameux Slinky, je sais pas si... Enfin, voilà. Havok, le frère de Cyclope. Oui, c'est lui-même. Donc on avait utilisé un Slinky pour faire son super pouvoir. Et donc on trouvait ça cool et on l'a réutilisé plus tard dans le comics. Et donc c'est ce qu'on se dit à chaque fois en fait. Au final, dès qu'on fait une photo, on se dit au pire ça sera une jolie photo dans le feed et au mieux on la réutilisera pour un comics plus tard. Est-ce que, alors justement, la passion qui est celle de ton mari, alors on le salue, hein, moi j'apprécie énormément de discuter avec vous, photographie, parce qu'il est vraiment très très impliqué. Dès que tu lui parles, tu sens que... Depuis tout à l'heure, vous parlez de lui, mais du coup, moi je le connais pas. Ah, mais il est pas là. Fantôme, c'est Batman. Il est pas là, mais il est très très quand je lance un audio, un call avec Alicia sur ah mais du coup tu penses quoi de ça, très souvent j'entends monsieur qui arrive à côté qui dit oui mais alors. Mais du coup, moi j'avais pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses ? Il faut savoir que tu es devenu notre conseiller numéro 1. On te fait confiance énormément, moi comme lui, hein, mais c'est vrai que voilà, Joss c'est le premier à dire à chaque fois qu'on a une Discord, c'est vas-y, appelle Gozer, vas-y, demande-lui son avis. Genre l'air de dire en plus que potentiellement il serait de ton côté, tu vois. C'est de mieux en mieux, il va falloir que je discute avec lui. Donc là, on parlait de comics, on parlait de dynamisme. Alors, purement une question par rapport à la narration, puisque la photographie, c'est de la narration. Je vous rappelle que ce que vous mettez dans le cadre, au final, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre dans le cadre, et c'est au final un choix de dire quelque chose ou pas. Est-ce que tu as l'impression que parfois tu cherches, ou vous cherchez plus à retranscrire qu'à photographier? Alors c'est la barrière entre les deux est très légère, mais est-ce qu'il y a des moments où le matériel visuel il vous donne vraiment plus envie? Le comics, vous dites voilà, là on a la figurine parfaite, on va absolument faire ça. Ou est-ce qu'il y a des moments où vous dites non voilà, moi cette figurine là, dans le comics il se passe ça, c'est pas grave, on va le faire quand même parce que j'ai envie de photographier et j'ai une envie graphique, photographique avec un personnage plus qu'une histoire. Alors, c'est un peu des deux dans la mesure où on s'inspire toujours, plus ou moins, de quelque chose d'existant. Et en même temps, c'est pas très compliqué parce que qu'est-ce que Marvel n'a pas fait ? Enfin, Marvel ou DC, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Quel personnage La n'ont-ils maison pas des idées, mis, c'est un peu comme les Simpsons. Hein, les Simpsons l'ont fait, ça, oui, les Marvel l'a Simpsons fait l'ont aussi. bah, c'est un peu pareil. Et maintenant, il y a certaines choses qu'on essaie de respecter quand même, enfin qu'on essaye. Alors moi, une fois de plus, hein, je suis novice, oui, non, pas tant que ça peut-être, mais il y a des choses que je ne connais pas, il y a certains codes que je n'ai pas encore, et heureusement que mon mari il est là tout le temps pour me rappeler, non, tu peux pas mettre tel personnage, parce qu'en fait, là, tu vois, les habits qu'il a ne correspondent pas à l'époque où le deuxième protagoniste évolue, et du coup, oui, ce genre de choses, je manque parfois de savoir là-dessus, et lui, il est là pour me le rappeler. Donc, là-dessus, on essaie de respecter quand même le comics. Maintenant, souvent les protagonistes qu'on choisit vont s'inspirer donc d'une bataille déjà existante ou d'un comics déjà existant. En revanche, tout ce qui concerne l'histoire, c'est un peu notre libre. Enfin voilà, c'est un peu notre liberté, on se permet des libertés, un peu comme MCU. Hein. un petit peu moins par contre, mais on se permet voilà, quelques libertés, et déjà par plaisir d'écrire pour Marvel. Mais aussi parce que, en fait, il y a une réelle difficulté, et je pense que tant que tu n'as pas essayé toi-même, tu ne sais pas à quel point c'est difficile de recréer quelque chose déjà existant. Ouais, et là, je ne parle pas de trame, mais ne serait-ce que de l'image, du visuel. C'est extrêmement compliqué de prendre un graphisme, donc un dessin, et de le reproduire en photographie.
Déjà parce que l'optique que tu vas utiliser ne sera pas la même optique, entre guillemets. J'ai mimé les guillemets, je déteste ça. Air quotes, elle vient de nous faire de magnifiques air quotes. C'est immonde, mais voilà. Donc le dessin va être dessiné d'une certaine manière. Parfois, tu vas avoir des proportions qui vont changer dans le dessin, parce que il fait ce qu'il veut en même temps le graphiste. Et tu peux pas faire la même chose dans la photographie. Tu peux avoir une perspective inversée, par exemple, qui n'est pas du tout, que tu peux pas reproduire sans effets. J'ai failli mimer des guillemets encore une fois, c'est pénible. Mais je pense qu'à un moment, la dernière fois, t'avais fait les... justement, la dernière fois, t'avais fait les oreilles de Jojo Lapin pour les guillemets. Je pense que là, je vais arriver à refaire une photo de toi en train de faire du air quote. Tu vas pas faire de photo de moi, ça suffit. Et donc effectivement, c'est hyper compliqué. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais pourquoi ça m'intéresse de reproduire des images. Mais pour le moment, voilà, je n'ai pas cette maîtrise. Et de toute façon, avec les figurines, en tout cas, j'aime bien avoir cette liberté. À chaque fois, je veux dire libre. Je cherche le mot qui va derrière, je ne sais pas, et donc je finis par dire liberté. Mais c'est très bien, t'inquiète pas. Tu expliques très bien ce que vous faites et la passion qui vous anime. Alors, la question qui vient, il faut pas la prendre uniquement d'un point de vue proche des comics, on va aussi la prendre d'un point de vue propre à la photographie. Je vais même changer le mot, j'allais dire, est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des photographes ou est-ce qu'il y a des dessinateurs de comics qui t'inspirent? Donc les photographes, ça peut être d'autres comptes de toy photographie, ça peut être William Eugene Smith, ça peut être Ravdon, ça peut être n'importe qui. Est-ce que... Alors, oui. On va dire que la communauté m'inspire. En règle générale. Je veux pas. Si je commence à te citer les toy photographes qui m'inspirent, ton podcast il va durer plus longtemps que prévu. Non mais on avait dit on arrête les épisodes de 4 heures là. Voilà, ça va être hyper long, donc non, j'ai pas envie. Déjà, ne serait-ce que, je viens de dire plein de trucs hyper longs et je continue encore. Mais bref, t'as compris. La communauté m'inspire. Et c'est pareil au final avec les dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui m'inspirent évidemment, hein, mais je peux te citer Jim Starlin que j'ai cité tout à l'heure, Alex Ross, Kirby, etc. Jim Lee. Mais en vrai, le comics m'inspire en règle générale. Marvel, je parle toujours de Marvel, mais évidemment c'est pareil pour DC. Ne choisissent pas de toute façon c'est le même dessinateur à chaque fois. Ne choisissent pas des dessinateurs tout pourris. Donc effectivement tous sont inspirants et l'univers est inspirant. Voilà. Quelles sont les réactions de tes proches? Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton papa, mais quelles sont les réactions de très proches à ton travail, à cette passion, parce que c'est quelque chose qui demande du temps. Et cette question-là amène une autre question qui sort du tiroir, qui... Ah, tu suis pas ton petit papier? Si, justement, je suis mon petit papier. Tiroir, non, mais fais ta maline, tu vas voir. Ça va être... Non, mais t'inquiète pas. Je viens d'improviser une question comme ça. Non, j'improvise pas une question, j'essaie de formuler les questions de mes notes de manière à ce que ce soit... à m'adapter au mieux à ce que me dit mon invité. Tu es parce que tout à l'heure, en venant ici, on parlait de féminisme et de choses comme ça. Quelle est la réaction de tes proches à ton travail? Quelle est la réaction des photographes à ton travail? Surtout... quand ils se rendent compte que... Attends, mais t'es une nana, tu shootes des jouets, ouais. Ah, et en plus, tu le fais quand même vachement bien, quoi. Alors bon, déjà, pour ce qui est des proches, il y a proches et proches, il y a des gens qui étaient surpris, évidemment, tout ce qui est parents étaient surpris parce que ils me connaissaient pas sous cet angle-là. Mais après, tu as des amis proches qui ont, avant même qu'on se lance dans la toy photographie, ont assisté à des débats enflammés de qui serait le plus fort entre un tel et un tel. Et donc du coup, c'était pour eux la suite logique des événements. Donc ça va, ils n'étaient pas si surpris que ça. Ah, ça y est, vous y êtes mis, enfin. C'est ça. Mais en règle générale, les gens l'ont plutôt bien pris. Après, évidemment, des moins proches, il m'a valu quelques désabonnements de mon compte. Pas grave, je pense que t'as suffisamment de followers comme ça. Enfin, ton... Ça va, je me plains pas. Ouais, non, ça va. Ton travail est de qualité. Devant l'évidence, comme dit Diane. C'est pas des gens assez importants pour que je sois voilà. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose et c'est plus anecdotique qu'autre chose. Mais oui, non, en règle générale, les gens ils ont plutôt bien réagi. Les artistes
de mon entourage ont plutôt bien réagi, étaient Ouais. plus surpris et ils avaient une concurrente en moins en plus pour leur shoot de meuf, donc de modèle, pardon. Ouais. Donc non, je plaisante bien sûr. En règle générale, les gens ils ont plutôt bien réagi. Voilà. Et sur les... Donc, tu vois, tu m'avais expliqué que ça venait, voilà, le premier shoot était parti de, effectivement, au téléphone, Instagram, se faire un kiff, tester, voilà. Les réactions, enfin, votre travail, pardon, votre travail est accueilli comment? Les réactions sur les réseaux, c'est... Alors, les réactions sont géniales et hyper motivantes. Parfois, sont un peu exagérées aussi. Je remets pas du tout en question la qualité de mon travail ou quoi, hein, évidemment, mais on a affaire à des Américains, très souvent, qui sont extrêmement sympathiques et qui sont très expressifs. Oh Et my god! voilà, c'est Oh ça. my god! Et du coup, il faut toujours mesurer en fait le truc. Et c'est pas parce que voilà, il y a 3 à 4 personnes qui ont écrit ah mais tu es un génie que voilà que tu es génie pour autant. Évidemment, il faut toujours mesurer. Et puis je pense aussi que pour avoir un peu les pieds sur terre, c'est pas voilà, ça peut servir pour avancer. En tout cas, ça peut servir d'avoir les pieds sur terre. Et non, les réactions, elles sont géniales, elles sont hyper motivantes. Et je dois dire que c'est en partie grâce à ces réactions que j'en suis là aujourd'hui, parce que même si évidemment je ne fais pas ça pour me faire mousser ou je ne sais, enfin voilà, quel autre. Non, je fais ça pour moi avant tout, mais de pouvoir le partager avec des gens, des passionnés, et d'avoir des belles réactions et de pouvoir se dire que je fais plaisir à une communauté, bah c'est très très agréable. Et ça donne envie de continuer, de faire mieux, et parfois aussi de pas faire des trop longues pauses, par exemple. Quand je poste pas, là par exemple, j'avais pas du tout posté quasiment du confinement pour des raisons de santé, et puis bah il y avait tout un tas de personnes qui sont venues me dire mais alors qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'as pas le Covid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne postes plus? On s'inquiète, et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. La personne qui a la gentillesse de nous accueillir est aussi un excellent photographe, et donc voilà. Et un excellent bâtisseur de pyramides de terre. un excellent bâtisseur de pyramides ou de formes pyramidales avec de la confiserie et de l'alimentaire. Mais la question en fait est, j'échange beaucoup avec Diane sur la photographie, sur le podcast, sur des choses comme ça. C'est l'invité de ton épisode 2. C'est l'invité de mon épisode 2, exactement, qu'il faut absolument écouter. Je vais juste rajouter une petite anecdote. Enfin, je vais redonner au micro une anecdote que j'évoquais avec toi. Je vais pas les nommer parce que mon but c'est pas de clasher les gens, et ça a pas d'intérêt. Pendant des années, j'ai été sur un forum dédié à la photo. Au début des années, au début un des plus grands forums français, au début de à la naissance, on va dire, de ce forum, dans les 3 premières années. J'ai fait une longue pause. Je suis revenu il y a quelques jours, et je vais être franc avec toi. La communauté des photographes parfois professionnels. Il n'y a pas de photographe professionnel. Il y a soit des gens qui gagnent la vie avec la photographie, soit des gens qui ont la photographie comme passion. Pour les personnes qui gagnent leur vie en faisant de la photographie, parfois il peut y avoir une certaine compétition. Il peut y avoir un côté un petit peu rude. Pas vouloir se donner des tips, pas vouloir partager des choses comme ça. Là, mon passage sur le forum, presque 10 ans après, j'ai tenu 48 heures et j'ai demandé à ce qu'on efface mon compte, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait une question qui était simple, qui était sur je veux faire du portrait, quel mode de mesure je dois choisir, spot, pondéré, ou un truc comme ça. Et les réponses que j'ai vues popper étaient tellement agressives, ou un tel dit non, mais moi en fait, qu'a dit un tel parce que je le bloque et je peux pas le saquer, je l'ai bloqué, mais en gros, je pense que son avis c'est de la merde. Et moi, pour ça, c'est pas pour moi comme ça que doit fonctionner la photographie. Le forum. Est-ce que la confrérie, est-ce que l'univers des toy photographes est aussi très, très âpre, très dur, ou est-ce que peut-être plus que les autres, la communauté fait que vous partagez des petits tips? Est-ce que tu vois des changements Alors non, justement, la communauté de toy photographes est géniale en cela, partageuse. J'ai jamais vu... Pourquoi tu mimes des guillemets comme ça dans l'air? T'as pas honte de mimer des guillemets?
c'est ce has-been. So 2019. Donc oui, non, la communauté de photographes est géniale en cela. Hyper partageuse, hyper bienveillante. Quand j'ai commencé, j'ai eu tout un tas de gens qui m'ont donné des conseils, et ce, vraiment dans les différents domaines. Ça peut être même dans certaines collections, par exemple, qui répondent tout de suite, des gros comptes qui te répondent alors que tu n'es que débutant et que tu n'as pas encore grand-chose, tu n'as pas encore fait de preuves, même en termes d'achat de certains matériels ou encore de certaines pratiques. Et puis sans parler des BTS enfin voilà, t'en trouves à foison dans cette communauté, que j'étais très surprise en fait, parce que moi je sors d'une autre communauté de photographes un peu plus Âpre. voilà, et qui n'est pas très partageuse, qui est plutôt qui garde jalousement leurs petits secrets, leurs petites tips, et qui disent si tu veux, il y avait même une espèce d'accord tacite entre les photographes de ne pas se demander à quel endroit tu as shooté. Parce qu'on savait déjà que la personne allait être, n'allait pas apprécier que tu lui demandes ce genre de choses, parce qu'on considère qu'elle a mis tellement de temps à trouver cet endroit, à dénicher, etc., que, voilà, en gros, démerde-toi par toi-même. Et je suis très très contente, en fait, aujourd'hui, évidemment, je ne parle pas pour tous les photographes. Bien sûr. J'ai des photographes dans mon entourage qui sont géniaux et qui ne font pas partie qui ne sont pas ce genre de personnes. Mais voilà, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qu'on voit, qui est très très présent dans la photographie, et je suis bien contente de faire partie d'une autre communauté qui est un peu plus communiste. On en revient à la Russie. Petit parallèle, parce que pour moi c'est très important ce que tu viens de dire, et je partage ces valeurs. Vraiment, en quelques secondes, pour les personnes qui nous écoutent et qui débuteraient la photographie, je vais pas vous déconseiller d'aller sur des forums. Absolument pas, parce que je pense qu'il y en a qui sont bien, mais faites attention faites attention. C'est peut-être un petit peu dur, mais n'écoutez pas tout le temps les personnes qui sont un petit peu des vieux de la vieille, qui vont vous dire « Oui, mais alors la photographie, c'est ça », et qui vont le dire parfois de manière un peu agressive, parfois de manière forte, et parfois de manière répétée. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose fort et en continu que c'est forcément la vérité. Je vais prendre l'exemple dans la toy photographie, justement. Allez plutôt vers des personnes comme qui ont le profil d'Aliska sur la toy photographie, des personnes qui vous font des BTS. Je reviens sur d'autres choses que je fais. Quand vous me voyez en train de faire quand vous me voyez ou quand j'annonce sur le compte NoFilter que je vais faire du développement, où je vais discuter photo par Twitch, le but c'est pas de vous dire « Hey, youpi, venez vous abonner ». Enfin, je fais pas du Twitch pour qu'on s'abonne et qu'on me donne de l'argent. Je fais du Twitch comme je fais ce podcast pour partager la photographie et un savoir avec les personnes. Et une communauté saine autour d'un savoir, l'économie du savoir, c'est une économie de partage. Et c'est jamais une économie de je sais, mais en fait, je vais te laisser dans ton ignorance crasse parce que moi je sais. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Fin de la longue parenthèse. Est-ce que tu rencontres des limitations techniques ou artistiques ? Alors, je me permets de quand même poser la question, parce que j'ai pas forcément l'impression, par rapport à ce que tu m'as dit, que tu faisais beaucoup de choses sur on-set, et que tu essayais de pas trop créer derrière, mais est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu faire et où tu te dis, non, franchement, ça, c'est même pas que c'est pas pour maintenant, c'est pas possible à faire. Alors, je dirais pas possible, parce que j'espère, en tout cas, tout ce que je veux faire, j'espère pouvoir le faire plus tard. Ouais. Mais effectivement, je rencontre pas mal de limitations dans certaines choses. Il y a des trucs, c'est compliqué, hein. Voilà, on va pas se. Enfin, je suis pas arrivée au bout du truc où j'ai exploré de fond en comble la photographie, la toy photographie, et ni la photographie d'ailleurs. Donc, j'aurais pas la prétention de dire que non. J'ai encore plein de choses à apprendre. De shoot en shoot, je sais qu'il y a une amélioration. Je note une certaine amélioration, que ça soit même dans la rapidité. Je commence à me rendre compte que je deviens de plus en plus rapide pour certains trucs, que je commence à gérer un peu mieux les lumières déjà. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, c'était à la base une difficulté pour moi. Même si je savais plus ou moins comment gérer les lumières parce que j'ai vu faire. Mais c'est pas quelque chose que j'appréciais de faire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie déjà, donc c'est pas mal. Mais oui, je rencontre des limitations, et pour le moment, il y a certaines choses que je mets de côté parce que je ne suis pas sûre de pouvoir les réaliser. Soit par manque de matériel, par manque d'expérience, voilà.
Ça, alors la question qui... Alors, juste avant, je te mets une question piège, tu me réponds par oui, non. Est-ce que tu as déjà eu des propositions pour passer à du grandeur nature avec des cosplayers? Non, je n'en ai pas eu. Alors, si j'ai des clients qui veulent faire ça, oui. Mais de moi-même, j'irai pas chercher. Voilà, c'est une communauté que je respecte, que je vois, ils sont géniaux, ils s'amusent. Enfin voilà, lors des Comic-Con à chaque fois, mes enfants, ils sont en admiration devant tous ces super-héros. Et grand merci à cette communauté. Mais c'est vrai que si je suis passée à une autre échelle, c'est pas pour rien. Et si j'apprécie plus cette échelle-là, en fait, si tu veux, l'amour du comic, c'est présent. Mais avant tout, l'amour de la miniature, de la photographie. Voilà. J'aime beaucoup l'esprit et l'univers Marvel, mais le fait de pouvoir shooter mes figurines en macro, c'est ça qui m'anime avant tout. Mais après, je comprends parfaitement. Moi aussi, je trouve que l'humain est beaucoup plus chiant que le latex. Ouais, mais clairement, ouais. Quoique après, on peut aussi utiliser le latex avec de l'humain et on peut s'amuser un peu, mais c'est pas la question. Si tu devais... Alors là, je reviens sur une question plus sérieuse et je reviens sur ce que tu me disais il y a un instant. Ce que j'apprécie dans ton travail, au-delà de la qualité, c'est que tu caches pas tes secrets. Enfin, vous ne cachez pas vos manières de faire, vous partagez quand vous avez trouvé un bon truc. Ah bah tiens, regardez, ça on l'avait shooté comme ça. Là, si tu devais donner un conseil aux personnes qui font de la photographie ou aiment les comics, ont écouté ça et qui se disent bah voilà, mais j'aimerais essayer, j'ai un petit boîtier chez moi ou même au téléphone, j'aimerais essayer. Quel serait le meilleur conseil? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en disant ok bah voilà, go, la toy photographie, c'est ça, et faites-vous plaisir, quoi. Bah, déjà, si vraiment il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés par la toy photographie, qui n'hésitent même pas à me mettre un petit mot. Je parle pour moi parce que je vais pas parler au nom de tout le monde, mais ça peut être moi, ça peut être d'autres toy photographes. S'il y en a un qui répond pas, c'est que vraiment il a pas vu, parce que pour le coup, c'est une communauté qui est très très accessible, même au niveau des stars entre guillemets. Tu vois, tu as des gens qui sont pas forcément des toy photographes, mais par exemple qui sont des collectionneurs ou qui font des reviews YouTube, qui ont des 150, des 300 000 abonnés et qui peuvent venir te parler comme ça sans aucune barrière, sans aucun problème. Et voilà, n'hésitez surtout pas à venir me parler à d'autres toy photographes. Poser des questions, avec grand plaisir, j'y répondrai. Peut-être d'ici là, je me la raconterai un peu plus, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, je suis encore quelqu'un de très sympa. Alors là, du coup, j'ai une question à laquelle tu ne peux pas être préparé. On parlait de la Russie. J'allais dire ta mère patrie, mais ta patrie de naissance. On parle des comics. Il y a un rapport très très particulier à la Russie dans le monde Marvel, dans les comics. C'est que la maison des idées, donc à savoir Marvel, est une société américaine et comme DC, et il y a eu certains personnages qui ont trouvé leur équivalent dans les blocs de l'Est. Il y a une version alternée de Superman où en fait l'astéroïde est tombé en Russie et du coup Red Son, Red Son, merci. Red Son Superman. T'as aussi Batman, enfin t'as vraiment ouais. Ils ont fait des visions alternées. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas, enfin bon après j'ai pas lu tous les comics, je n'ai pas tout regardé, mais je sais que t'as une espèce de respect quand même qui est bien présent parce que ils n'ont pas fait ce que fait Hollywood. Et ils n'ont pas systématiquement réduit les Russes à des gros méchants bourrins qui parlent comme ça et il n'y aura pas de négociation. Non, effectivement, il y a des anti-héros russes, il y a des méchants, des vilains russes, mais il y a aussi des super-héros qui sont d'origine russe et il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, la politisation est très minime. Et pour le coup, bah voilà, ça me dérange pas, c'est cool, merci. Bah, je pense que c'est Stan Lee, je suis pas trop au courant de l'histoire, mais je pense que c'était un coup de Stan Lee qui a demandé à ce que ça ne soit pas, j'en sais rien. Enfin, une pensée pour Monsieur Stan Lee, mais oui, un des héros russes qu'on connaît principalement chez les X-Men, c'est Colossus. Colossus qui Xavier vient le chercher pour aller seconder la première équipe qui était sur l'île de Krakoa et il est au fond d'une ferme qui ressemble un peu à un kolkhoz, un truc comme ça. Enfin voilà, mais c'est et donc du coup ma question est ça,
Tu as envie de travailler des personnages comme ça ou pas du tout Oui, oui, oui. En fait, si tu veux, j'ai pas, enfin, je suis, oui, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis patriote, que j'aime mon pays, j'aime mon pays d'origine, mais je pousse pas le patriotisme jusqu'à je veux absolument travailler ce personnage parce qu'il est russe. Non, avant toute chose, j'aime lire le comics qui va avec un personnage qu'on reçoit, par exemple. C'est souvent mon mari, d'ailleurs, qui choisit les personnages. Évidemment, il me consulte maintenant parce que je suis devenue quelqu'un d'important dans ce choix. Mais au début, c'est lui, il commandait des figurines et puis bah toi, tu te débrouilles avec. Enfin voilà. Et là, aujourd'hui, non, on a un peu plus, on communique un peu plus dessus. C'est une vraie collaboration. C'est une vraie collaboration. Voilà, c'est ça, c'est une vraie collaboration. Il me demande mon avis, qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Est-ce que tu trouves qu'il serait assez photogénique, etc. Et donc, c'est vrai que la photogénie, ça va être un des choix, mais pas seulement. Ça peut être aussi par rapport à une histoire que j'ai bien aimée, un comics que je viens de lire, ou alors juste à une image que j'ai vue de deux protagonistes et que je me dis, ah bah tiens, cette bataille-là, j'aimerais bien la reproduire. Et donc, du coup, je vais aller chercher le comics qui va avec pour le lire ou le feuilleter quand j'ai pas trop le temps. Mais voilà, j'irai pas spécialement chercher des personnages russes parce que je suis russe. Faut pas exagérer. Mais le Red Son Superman, j'avais très très envie de le faire et c'est un de mes personnages préférés. Donc c'est très contradictoire ce que je dis. Non, mais tu réponds à ma question. Et d'ailleurs, pour revenir et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure entre les films, la différence entre les films et les comics, une fois de plus, quand tu lis le comics Red Son Superman, il n'est pas aussi politisé et il n'est pas aussi biaisé que la série animée qui vient de sortir, qui a été faite et qui est qui est très belle, mais on a détourné un peu le sens et voilà. Alors je ne dis pas, enfin ça fait pas non plus l'éloge de la Sainte Russie évidemment le comics, mais il est un peu plus neutre quand même que la série animée que j'ai pas du tout appréciée en fait, que j'ai presque pris comme un affront. On va rentrer dans les questions qui vont amener à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une exposition qui se prépare? Est-ce que... Oui, tout à fait, demain. Demain, d'accord, demain on peut voir ton travail où? Alors écoute, déjà avant le confinement, c'était des vagues projets. Mais alors là, pour le coup, on attend de voir déjà ce que ce coronavirus va nous réserver encore dans un avenir futur ou pas. Et puis on verra bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je souhaite. Je souhaite. J'avais même pensé à faire peut-être une expo commune avec d'autres photographes, à voir ceux qui ont envie et ceux qui ont la possibilité, le temps, etc. Parce que, enfin voilà, je suis une toy photographe parmi tant d'autres et que c'est cool aussi de pouvoir réunir le travail de plusieurs personnes. Maintenant, voilà, ça reste que des grands rêves. J'ai déjà fait une exposition à Marseille, mais bon, voilà, c'est un peu du copinage, hein. C'est ma cousine qui m'a demandé, de venir exposer parce qu'elle aime beaucoup mon travail. Un gros bisou à elle d'ailleurs. Et puis, mais oui, j'aimerais bien le faire à Paris. Voilà, à Paris, ça serait vraiment très très cool de pouvoir faire une expo. Et ben, de toute façon, quand... Mais il faut me laisser aussi le temps de m'améliorer. Je pense que je peux encore... Quand ce sera le cas, on communiquera ça ici. Est-ce qu'il y a un setup de figurines inaccessible que tu aimerais shooter? Est-ce qu'il y a... même pas une question de prix ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un setup qui est très compliqué ou... Si ce n'est très compliqué, si tu avais les pleins pouvoirs, tous les choix, fonds illimités, est-ce qu'il y a un setup où tu te dis, voilà, celui-là, je l'ai fait. Bon, maintenant, on va y aller mollo parce que là, j'ai vraiment fait le truc que je voulais shooter. Oui, il y a certains trucs que j'ai envie de shooter. Il y a certains trucs qui sont inaccessibles, mais pas parce qu'ils sont chers ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, on ne les trouve plus. Voilà. Et notamment, je pense à... Enfin, et d'ailleurs, oui, quand tu les trouves, ils sont très très chers, hors de prix. Donc non, il n'est pas question d'acheter des figurines à 500, à 600 ou à 1000 euros, tu vois. Mais là, en l'occurrence, on a des super-héros canadiens, les Alpha Flight, qu'on a envie de shooter, mais il nous manque un personnage qui n'est pas du tout trouvable, c'est le Sasquatch. Et du coup, bah, on le cherche encore. Donc peut-être que bientôt tu verras. Et me regarde pas comme ça, je n'ai pas encore lu le comic. J'attends qu'on ait le Sasquatch pour m'y mettre et j'ai encore plein de choses à lire. Non, parce que je te vois venir, alors vas-y, dis-nous qui...
Mais oui, j'ai pas encore lu, je connais un petit peu parce que mon mari m'a expliqué forcément, mais voilà, j'ai pas encore, je me suis pas encore penchée dessus, mais voilà, ça va être des trucs comme ça, ou le lizard par exemple aussi qui nous manque, c'était une baffe qui était sortie et qui est pas facilement trouvable. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des trucs inaccessibles que je rêve de shooter? Je rêve déjà de shooter ce que j'ai dans ma propre collection, enfin dans notre propre collection. Je viens d'avancer Joss en 2 secondes du duo. Oui, je rêve déjà de shooter tout ce qu'on a. Voilà, ça serait le rêve ultime, c'est de pouvoir d'y arriver un jour. Et vraiment, on a une très 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 grande collection. Et on n'a pas assez d'heures dans une journée. Pour arriver à shooter tout ça. Tu as déjà... Je sais que tu m'as déjà parlé, tu as déjà répondu un petit peu à cette première question tout au long de l'interview, mais tu diffuses essentiellement sur Instagram, c'est là où se trouve essentiellement ta communauté, mais cette plateforme, quelle est son importance sur la diffusion de ton travail? Ça a une importance, très très grande importance, parce que c'est là où réside les 90% de toy photographes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pas fait d'études, mais il me semble en avoir aperçu quelques-uns sur Facebook. Mais on est surtout sur Instagram. C'est le réseau de la photographie par excellence, donc rien d'étonnant à cela. Et puis surtout, voilà, comme je disais, c'est une communauté qui est très partageuse, qui partage et des astuces et qui aussi partage le travail des autres artistes. Et donc il y a une portée il y a une très belle portée. En tout cas, la plateforme peut offrir une très belle portée grâce aux utilisateurs d'Instagram. Et pas grâce aux algorithmes d'Instagram. Hein, ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre difficulté qu'il faut traverser. Dernière question sur cette partie, justement, réseaux sociaux. Je formule quand même la question. Tu as amené déjà de grands éléments de réponse tout au long de l'échange, et te connaissant un peu plus maintenant, j'ai déjà la réponse en tête, mais comme tu l'as très bien dit, la toy photographie est très à la mode sur ce réseau social. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois qu'au moment où on avait essayé de faire le premier enregistrement, tu étais à 6K followers, maintenant tu es à 7K followers, 7,5, pardon, excuse-moi. 7,5 ou 7,7 kilo followers. Est-ce que... Ça pousse. Ça pousse. Est-ce que cette popularité, cette double popularité, pardon, est-ce que cette popularité est à la fois de ce que tu shootes et à la fois de ton travail, vous êtes adorables tous les deux, vous êtes clairement pas à prendre le melon ni les chevilles, mais est-ce qu'à un moment, ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah tiens, on a envie de shooter ça, ouais non, c'est peut-être pas ce que la communauté veut ». Alors on s'est déjà dit qu'on allait privilégier telle figurine d'abord parce qu'elle vient de sortir et que du coup ça va plus parler aux gens. C'est vrai, c'est déjà arrivé, mais c'est ni pour avoir plus de likes, ni pour avoir plus de followers, c'est plus pour faire kiffer la communauté avec une figurine qui vient tout juste de sortir. Mais de toute façon, si on a privilégié ce choix plutôt qu'un autre, l'autre choix allait venir après aussi. Donc au final, ça revient au même, quoi. C'est juste une question de... on va d'abord shooter ça et puis après l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Voilà. Mais concernant tout ce qui est melon ou autre, je vais te dire un truc. Alors oui, certes, il y a une certaine popularité qui est naissante et c'est cool et ça fait plaisir. Comme je te disais tout à l'heure, faut garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent que forcément, voilà. Il y a des gens célèbres, il y a des dessinateurs célèbres qui sont sur Instagram et qui sont peut-être à 1K ou 2K de followers avec 50 likes sur leurs images, et c'est pas parce qu'ils font un mauvais travail, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer à la plateforme. Instagram, c'est une plateforme de partage, et c'est pas parce que tu as 10K ou 15K ou 100K de followers que tu es une célébrité pour autant. Ça fait pas de toi quelqu'un de mondialement connu, ça fait juste de toi quelqu'un qui est populaire sur ce réseau parce que tu y as consacré du temps. Voilà. Et donc, je ne minimise pas mon travail. Je sais que mon travail il est très correct et très bien pour cette plateforme et que les gens les apprécient et que c'est aussi pour ça que j'ai des followers. Mais je sais aussi que je passe beaucoup de temps dessus, que je discute beaucoup avec des gens, que je like des gens qui me le rendent en retour et que c'est toutes ces interactions-là qui font
que voilà, nous sommes une communauté. Je n'aime pas parler de public ou de fans parce que clairement, je n'ai pas des fans. Ça, c'est une fois de plus peut-être mon côté communiste qui ressort. C'est dans le sang, c'est plus fort que moi. Non, mais je trouve ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, ce que tu veux dire, et je trouve j'ai pas ça de fans, j'ai pas de public. J'ai juste une superbe communauté autour de moi dont je fais partie. Et voilà, nous sommes tous ensemble là et nous apportons tous, excuse-moi. Nous apportons tous des choses différentes à cette communauté et c'est en cela que c'est génial. Tu as des gens qui ne sont pas des photographes, comme je disais, mais juste des collectionneurs passionnés qui savent énormément de choses et qui peuvent t'apporter énormément de choses. T'as des retoucheurs, des graphistes, enfin voilà, t'as vraiment de tout et bah c'est cool comme ça, quoi. Voilà. Puisque on parle d'Instagram, j'en fais tomber ma boisson. Puisqu'on parle d'Instagram, moi je tiens à te remercier et je tiens à remercier les personnes qui écoutent cet épisode puisque et ce podcast, on est arrivé sous l'égide de l'épisode 6 au kilo follower, au kilo écoute, pardon, au plus de 1000 écoutes. C'est énorme, comme je disais, pour moi l'économie de la photographie, c'est une économie du savoir où si je vous explique quelque chose, vous en sortez que plus riche et moi j'en sors pas appauvri. Et si c'est vous qui m'expliquez quelque chose, quand c'est toi qui m'expliques quelque chose, ça fonctionne exactement de la même manière. En étant très honnête et très clair, je m'en suis jamais caché, tu es la personne qui m'aide à faire grandir et qui gère nos filters avec moi sur la partie réseaux sociaux et je te remercie. Je te remercie énormément. Bah, ça me fait plaisir de bosser sur ça avec toi parce que je trouve ça génial en fait qu'on puisse déjà parler photographie. J'étais très étonnée de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts sur la photographie. Non mais il faut que j'arrête de mettre toy devant photographie à chaque fois. Non mais à côté de ça c'est normal. Je te fais parler de toy photographie depuis presque 2 heures maintenant donc. Mais oui non enfin voilà moi je trouve que tu fais un travail extraordinaire. À ton tour tu as le droit aussi de recevoir des compliments. Que c'est très très bien ce que tu fais parler des gens complètement différents, des univers complètement différents, que tu t'adaptes à chacun et puis bah tu es très pédagogue et là-dessus j'invite les gens s'ils l'ont pas encore fait à écouter l'épisode 3 qui est génial et qui est l'épisode formateur parce que clairement tu as offert une formation aux gens, on n'est pas sur juste un simple épisode de podcast, on est sur une formation gratuite de photographie. Et même les photographes, ça leur fait pas de mal de le réécouter. Moi, perso, je l'ai réécouté et même si je connaissais tout, bah, ça m'a fait plaisir de le réentendre, de revenir un petit peu aux sources. Parce qu'on a tendance un peu à s'oublier, à faire des choses automatiquement, à être un peu plus guidé par l'intuition. Et on en oublie les règles de base, mais elles sont là, elles existent et Gozer en parle très très bien dans l'épisode 3. C'est très gentil à toi. Donc alors, on va, généralement c'est à ce moment-là où je mets la petite musique de fin. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que là on a parlé d'un sujet super intéressant, donc en fait il va y avoir, il y a une grosse. On vient pause. de parler, on a fait une grande digression avec Diane. Que vous étiez censé entendre, mais puis on a décidé de le garder pour un autre épisode. Et parce que effectivement, on fera un épisode à 3 personnes, je pense, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important, et je vais redire ce que disait Alice KGB il y a un instant, c'est que c'est un vrai sujet avec un vrai fond, et que ce soit toi, Aliska, ou que ce soit Daihan, je pense que vous êtes 2 spécialistes de la chose, et que ça mérite un épisode vraiment à part entière. Donc sans faire plus de teasing, vous en saurez... vous en entendrez parler, je pense, dans au moins soit le prochain épisode, soit celui d'après. On attaque tout doucement les 3 dernières minutes de l'épisode, la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé avec toi, que tu voudrais dire au propos de la toy photographie, ou non, t'es rincé, t'en peux plus? Non, c'est pas que je suis terrassée, c'est qu'on a tellement parlé en dehors des micros, ouais, bien sûr. Pendant que je sais même plus, enfin voilà, je sais plus dans quelle dimension on évolue là. Alors ce que je t'avais pas dit, c'est qu'on a un petit jingle on a un petit quiz que j'ai préparé avec Joss pour savoir si tu connais si bien que ça tes super-héros. Alors là, Aliska est en train de se décomposer. Non, je plaisante, il y a aucun quiz. J'ai juste envie de te poser 2-3 questions. Je ne cache à personne, je suis une novice. Si je fais des erreurs, si je dis des conneries, j'en suis vraiment désolée. Je voulais juste travailler ton syndrome de l'imposteur que tu dois absolument pas avoir. Ce que tu fais est vachement bien. Juste le temps de mettre la petite musique de générique de fond. Tu me dis celui que tu préfères. Serval ou Dents de Sabre? Dents de Sabre.
Dents de sabre. Ah ouais, tu rigoles pas. D'accord, ok. Docteur Doom ou Monsieur Fantastique? Ah, Doom. Doom, ouais, c'est un bad guy, team bad guy. Dans la série des trois frères, rien à voir avec les inconnus, tu préfères Magneto, Juggernaut ou Xavier? T'es chiant. Hein. En fait, il faudrait que je dise Xavier pour équilibrer un peu, mais On s'en fout, team bad guy, go go go. Ouais, voilà, j'ai une petite préférence pour Magneto. Ok, c'est parfait. Un immense merci, vraiment un immense merci à toi parce que Merci à toi aussi, ouais. malheureusement cet épisode a été décalé. Je vous le rappelle très rapidement parce qu'après je vais être obligé de recouper le son pour le générique. On avait enregistré avant le confinement, 72 heures avant, le confinement est arrivé et le son n'était pas suffisamment qualitatif, donc on était obligé de remettre à plus tard. On aura donc un prochain épisode avec Dayan et toi-même sur ce sujet dont on ne va pas parler pour l'instant. Un très grand merci pour ce que tu fais pour m'aider à faire grandir No Filter. Un très grand merci à la confiance que vous m'accordez, Joss et toi, sur vos petites questions de « Mais si, tu penses que là, le traitement, ça devrait être comment ?» Moi, dans les deux cas, je les trouve très bien, donc... On devrait tous avoir un gozard de poche comme ça qui délibère et qui conseille à merveille d'ailleurs. Hein. Ouais, et ben je te laisse pas imaginer le merdier que ce serait, ma grande. Je le dis tout de suite. Et voilà, et le dernier grand merci que je veux te faire, c'est que là, je t'ai un petit peu forcé à ne pas le faire parce que tu l'avais fait la dernière fois, tu les avais pas utilisés, mais tu es arrivé avec 8 pages de notes de préparation et t'étais au top. Les temps sont durs pour tout le monde, pour moi aussi, plein de choses, on perd des gens, c'est pas toujours très simple, le Covid aide pas. Prenez les gens que vous aimez en photographie, faites de la photo, partagez la photo, allez lire des bouquins de photos, il y a 75% de ce que vous allez apprendre qui va se passer dans des bouquins, dans des expos. C'est aussi ça, et trouver des gens bienveillants pour parler de photographie. Ce sont les personnes comme Aliska, comme Dayan. Ce sont les personnes qui vont faire des BTS et qui vont faire... Bah ouais, comme moi, wesh. Qui vont vous aider à progresser. Salut, c'était Gozer, c'était Aliska GB, c'était Dayan, c'était l'épisode 7.